La plupart des gens veulent changer leur vie, mais presque personne n'est prêt à faire ce qu'il faut pour y parvenir. Ils veulent de la discipline sans sacrifice, du succès sans effort, des résultats sans payer le prix. Et ainsi passent les jours, pris dans le même cycle, promesses vides, excuses déguisées en raisons et un confort qui les détruit lentement. Si tu es de ceux qui se lèvent chaque jour en répétant « je le ferai demain », laisse-moi te dire quelque chose. Demain n'existe pas. La seule réalité est cet instant, et chaque seconde que tu perds est un pas de plus vers une vie de regret. L'inaction est la pire maladie de ce siècle, et le seul remède est l'action brutale et immédiate. Peu importe si tu es fatigué, si tu n'as pas envie, si les circonstances ne sont pas idéales. La réalité est celle-ci. Soit tu bouges, soit tu restes en arrière. Il n'y a pas de juste milieu. Et si tu ne décides pas par toi-même, la vie décidera pour toi, et tu n'aimeras pas le résultat. Aujourd'hui, tu vas apprendre ce que signifie vraiment prendre des mesures. Il ne s'agit pas de belles phrases ou de motivation bon marché. Il s'agit de forger une mentalité stoïcienne, de te durcir, de cesser d'être l'esclave de tes impulsions et de devenir le maître de ton destin. Nous allons parler des principes dont tu as besoin pour éliminer la procrastination, mettre fin à la paresse et construire une discipline inébranlable. Alors prépare-toi, parce que je ne vais pas te dire ce que tu veux entendre. Je vais te dire ce que tu as besoin de savoir. 1. Déclare la guerre à ton « je le ferai demain ». Chaque fois que tu repousses ce que tu sais que tu dois faire, tu te plantes un autre clou dans l'attaque de ton potentiel. Tu ne le remarques pas sur le moment. Tu penses que ce n'est qu'un petit retard, une simple décision inoffensive. Mais chaque « je le ferai demain » est une trahison silencieuse à la vie que tu pourrais avoir. Les grands échecs n'arrivent pas avec des explosions, mais avec de petites concessions. Un jour, tu cèdes un peu, le lendemain un peu plus. Et avant que tu t'en rendes compte, tu es devenu quelqu'un qui a pris l'habitude de tout repousser, de justifier son inaction par des excuses bien décorées. C'est ainsi que les rêves meurent, non pas avec un coup fatal, mais avec 1000 renoncements déguisés en confort. La procrastination n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est une stratégie d'autodestruction lente et silencieuse. On ne la ressent pas comme un problème jusqu'à ce qu'on se réveille un jour et qu'on se rende compte qu'on a trop attendu. Attendre la motivation, le moment parfait, le signal approprié. Mais il n'y a pas de signaux. Il n'y a pas de destination. Il n'y a que mouvement ou paralysie. Si tu veux vraiment changer, tu as besoin d'un acte de rébellion. Pas contre les autres, pas contre le système, contre toi-même, contre cette partie de ton esprit qui te tire vers la léthargie, qui te murmure qu'il y a plein de temps, que le moment parfait arrivera. Il n'arrivera pas. Et plus tôt tu comprendras cela, plus tôt tu deviendras la personne que tu dis vouloir être. Le stoïcisme enseigne que la discipline n'est pas une option, mais la base d'une vie digne. Il ne s'agit pas de ressentir l'envie, il s'agit d'agir sans en dépendre. La volonté est un muscle, et chaque fois que tu cèdes à la paresse, tu l'affaiblis. Chaque fois que tu décides de bouger sans attendre la motivation, tu la renforces. Le problème est que l'esprit cherchera toujours la sortie la plus facile. Tu trouveras toujours une justification pour ne pas faire ce que tu dois. Mais voici l'astuce, tu n'as pas à négocier avec lui. Tu n'as pas à raisonner ni à débattre avec toi-même. Fais-le simplement. Ne laisse pas de place au doute. Ne laisse pas ton cerveau avoir le temps de te saboter. Si tu décides de faire quelque chose, fais-le immédiatement, sans le remettre en question, sans excuse. Tue l'excuse avant qu'elle ne te tue. Commence par le minimum. Si tu as dit que tu voulais t'entraîner, fais-le. Même si ce n'est que 10 minutes. Si tu as dit que tu écrirais, écris, même si ce n'est qu'une seule page. L'objectif n'est pas la perfection, c'est le mouvement. Parce que ce qui arrête la plupart des gens n'est pas le manque de talent, mais le manque d'élan. N'attends pas que ton esprit joue franc jeu. N'attends pas qu'un jour tu te lèves et que tout soit facile. Fais-le difficile, fais-le inconfortable, parce que c'est dans cet inconfort que se forgent ceux qui font la différence. Chaque excuse que tu acceptes est une chaîne de plus dans ta propre prison. Brise-les une par une. Non pas avec des discours, non pas avec des promesses,
mais avec de l'action, sans applaudissements, sans témoins, parce que la vraie guerre ne se livre pas en public. Elle se livre dans ces moments où personne ne te voit, quand tu décides si tu continues à nourrir ton propre auto-illusion ou si tu te lèves enfin et fais ce que tu as dit que tu ferais. 2. Écrase l'inertie avant qu'elle ne t'écrase. L'inertie est un tueur silencieux. Tu n'as pas besoin de prendre une mauvaise décision pour échouer. Il suffit simplement de ne prendre aucune décision. L'immobilité devient une habitude, la procrastination un mode de vie, et sans t'en rendre compte, la médiocrité s'installe dans chaque coin de ton existence. Le plus dangereux de l'inertie n'est pas le manque d'action en soi, mais la justification qui l'accompagne. Elle ne te dit pas d'abandonner, elle te dit d'attendre, de prendre une pause, de réfléchir un peu plus avant d'agir. Elle t'anesthésie avec le confort jusqu'à ce que ta volonté soit complètement endormie. Le problème est que pendant que tu t'arrêtes, le monde continue de tourner. La vie n'attend pas que tu trouves le moment parfait pour bouger. Chaque seconde de passivité est une seconde où d'autres avancent, où les opportunités s'évanouissent et où tes rêves pourrissent dans le tiroir de ce que tu aurais pu faire. Mais voici la clé. L'inertie n'est pas un mur inébranlable, c'est juste un voile mince qui se déchire avec le premier pas. Le plus difficile n'est pas de bouger, le plus difficile est de démarrer. Le premier mouvement est le plus coûteux, car c'est celui qui rompt avec la résistance mentale que tu as accumulée pendant des années. Quand tu te trouves pris dans l'inertie, ne pense pas. Sans analyse, fais quelque chose, n'importe quoi, lève-toi, marche, commence la première tâche, fais la première répétition, écris la première ligne. Une fois que tu bouges, l'élan fera le reste. L'action est le seul moyen de briser la paralysie. Imagine un énorme rocher au sommet d'une montagne. Tant qu'il est immobile, le déplacer semble impossible. Mais si tu le pousses un peu, il commence à rouler. Et avec chaque mètre, il devient plus rapide, plus irrésistible. Il en va de même pour toi. Le premier coup de pouce est tout ce dont tu as besoin. L'inertie n'est jamais vaincue par la pensée, mais par les actes. Tu ne peux pas débattre avec la paresse. Tu ne peux pas négocier avec la procrastination. Tu ne peux les écraser qu'à travers le mouvement. N'attends pas d'avoir envie, n'attends pas que tout soit aligné. Commence, même si c'est de manière imparfaite. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas dépendre de l'émotion pour agir. Peu importe si tu te sens motivé ou non. Peu importe si tu es fatigué. Peu importe si la situation n'est pas idéale. La seule chose qui compte est ce que tu fais. Et chaque fois que tu choisis de bouger au lieu de rester immobile, tu te rapproches d'un pas de la personne que tu veux vraiment être. Si tu permets à l'inertie de gouverner ta vie, tu finiras enterré sous son poids. Mais si tu décides de l'écraser maintenant, avec une action immédiate et sans excuse, tu feras du mouvement ton plus grand allié. Commence maintenant, sans attendre, sans penser. Bouge simplement. 3. Choisis l'inconfort maintenant ou le regret plus tard. La vie te donne deux options. Souffrir maintenant pour grandir ou souffrir plus tard de regret. Il n'y a pas de troisième alternative. Il n'y a pas de raccourci. Soit tu fais face à l'inconfort aujourd'hui, soit le remords te dévore demain. Ce que la plupart ne comprennent pas, c'est que la douleur ne peut pas être évitée. Elle ne peut qu'être choisie. Tu choisis la douleur de la discipline ou celle de la médiocrité. L'effort de te lever tôt ou l'amertume de regarder en arrière et de voir une vie gaspillée. Te brûler dans la forge du progrès ou l'asphyxie de savoir que tu aurais pu être plus, mais tu n'as pas eu le courage d'agir. Chaque fois que tu évites un défi, tu n'accumules pas du repos, tu accumules de la dette. Une dette qui se paie avec la frustration, avec des jours gris, avec le vide de savoir que ton potentiel est resté enfoui sous le confort. Parce que le regret est le fardeau le plus lourd qui existe et tu ne peux pas lui échapper. Les gens cherchent le confort comme s'il s'agissait d'un trésor. Mais le confort est un piège. Il se sent bien au début. Mais ensuite, il devient une cage qui te rend faible, tiède, incapable de supporter la moindre adversité. Et quand vient le moment de vérité, tu découvres que le confort ne t'a préparé à rien. Si tu choisis l'inconfort maintenant, ce ne sera pas facile.
Tu voudras abandonner, tu voudras chercher la sortie facile, le repos, l'excuse. Mais chaque goutte de sueur est un investissement. Chaque seconde d'effort est une brique dans la construction de la personne que tu veux être. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Il n'y a pas de force sans charge. Regarde ceux qui ont accompli ce que tu désires. Ils n'y sont pas arrivés en choisissant le chemin confortable. Ils ne l'ont pas fait en sautant les moments difficiles. Ils l'ont fait en embrassant le sacrifice, en comprenant que la douleur de l'effort est temporaire, mais que la douleur du regret est éternelle. Le stoïcisme nous enseigne qu'il n'y a pas de croissance sans résistance, que l'adversité n'est pas un obstacle, mais l'entraînement nécessaire à la grandeur. Le corps se renforce avec le poids, l'esprit avec la difficulté, le caractère avec l'épreuve. Alors, arrête de fuir, arrête de chercher la sortie facile. S'il y a quelque chose que tu sais que tu dois faire et que tu évites, fais-le maintenant. Peu importe à quel point c'est inconfortable, peu importe à quel point c'est difficile. Choisis la douleur utile. Ne sois pas le genre de personne qui regarde en arrière et dit « si seulement j'avais fait ce qu'il fallait ». Tu ne peux pas échapper à la souffrance. Tu peux seulement choisir pourquoi tu vas souffrir. Choisis l'inconfort maintenant, ou prépare-toi à porter le regret pour le reste de ta vie. 4. Ne sois pas le débris de ta propre indécision, lève-toi et agis. L'indécision est une plaie. Elle ne tue pas rapidement, mais elle te ronge lentement. Elle te vole des années sans que tu t'en rendes compte. Elle te transforme en spectateur de ta propre vie, regardant les jours passer, les opportunités s'évanouir, les gens avec moins de talent, moins d'intelligence et moins d'avantages que toi continuer à avancer, pendant que tu restes coincé au même point. Et le pire de tout, tu sais que tu pourrais bouger, tu sais que tu pourrais agir, prendre le contrôle, changer de cap. Mais tu ne le fais pas. Parce que décider implique un engagement. Parce que bouger signifie accepter que tu ne peux plus te cacher derrière des excuses. L'indécision est l'usine des échecs qui n'ont jamais eu lieu, des rêves qui n'ont jamais été tentés, des vies qui n'ont jamais été vécues. C'est le limbe où meurent ceux qui n'ont jamais eu le courage de prendre des risques. Pense à un bâtiment en ruine. Il n'a pas effondré du jour au lendemain. Il s'est écroulé peu à peu, brique par brique, fissure après fissure. C'est ainsi que fonctionne ton esprit lorsque tu laisses l'indécision s'accumuler. Chaque moment où tu doutes, où tu procrastines, où tu te perds dans des pensées sans action, est un morceau de toi qui tombe. Jusqu'à ce qu'un jour, tout ce qui reste de toi est un débris. Mais cela n'a pas à être ainsi. Tu peux reconstruire, tu peux te lever et prendre la décision que tu as évitée. Peu importe si c'est difficile, peu importe si tu as peur. L'action est la seule façon d'échapper à l'effondrement. Le problème est que beaucoup attendent un signe, une confirmation divine qu'ils prennent la bonne décision. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. La certitude n'existe pas. Tu ne sauras pas si c'était la meilleure décision jusqu'à ce que tu la prennes et que tu affrontes ses conséquences. Et c'est bien. Parce que même si tu te trompes, il vaut mieux avoir agi que d'être resté paralysé au même endroit. Les stoïciens savaient que l'indécision est un fardeau pire que l'échec. Parce que l'échec t'apprend au moins quelque chose. L'indécision ne fait que te consumer. Il ne s'agit pas de choisir parfaitement. Il s'agit de choisir avec détermination. Bouger, corriger en cours de route, ajuster la direction en marche. Tu n'as pas besoin de plus de temps pour réfléchir. Tu n'as pas besoin de plus d'opinion. Tu as besoin de bouger. Parce que si tu continues à attendre, le temps décidera pour toi. Et quand il le fera, il se peut que ce soit déjà trop tard. 5. Chaque excuse que tu acceptes est une brique de plus dans la prison de ta médiocrité. Les excuses sont des briques, petites, inoffensives au début. Une seule ne fait pas de mal, deux non plus. Mais quand tu les empiles jour après jour, elles construisent la prison dans laquelle tu passeras le reste de ta vie. Les excuses n'arrivent pas comme des cris, mais comme des murmures. Elles ne disent pas « abandonne », elles disent « repose-toi ». Elles ne disent pas « tu ne réussiras jamais ». Elles disent « ce n'est pas le bon moment ». Elles t'enveloppent de promesses de confort.
te convainquent que tu as tout le temps du monde, que demain sera un meilleur jour pour commencer. Et le pire, c'est que tu les crois. Tu deviens l'architecte de ta propre cage. Au début, ça fait du bien, parce que les excuses te donnent un soulagement momentané. Elles te permettent d'éviter l'effort, d'esquiver la peur de l'échec, de justifier ta passivité. Mais la facture arrive, elle arrive toujours, et quand elle le fait, tu te rends compte de la vérité brutale. Les excuses ne te protègent pas, elles t'enterrent. Chaque fois que tu acceptes une excuse, tu deviens plus faible. Chaque fois que tu décides de ne pas faire ce que tu dois, ta volonté s'érode. Les gens ne tombent pas d'un coup, ils s'effondrent petit à petit. Ce n'est pas la grande erreur qui détruit, ce sont les petites concessions quotidiennes qui s'accumulent jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles et te rendes compte que tu es devenu quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, quelqu'un qui parle beaucoup, mais fait peu. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent dans une prison qu'ils ont construite de leurs propres mains, une prison d'excuses, d'opportunités gaspillées, de rêves qui se sont noyés sous le poids de la paresse. Et le pire, c'est que les portes étaient toujours ouvertes. Le stoïcisme enseigne que la responsabilité est non négociable. Si tu échoues, c'est de ta faute. Si tu ne progresses pas, c'est de ta faute. Si ta vie n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas par manque d'opportunités, mais par excès d'excuses. La vie ne s'arrête pas parce que tu as peur, elle ne s'adapte pas à tes insécurités. Elle avance avec ou sans toi. Si tu veux vraiment être libre, tu dois démolir la prison que tu as construite. Pas avec des mots, pas avec plus de promesses, avec une action immédiate. La prochaine fois que ton esprit essaiera de justifier l'inaction, fais-le taire avec du mouvement. Ne te donne pas l'option de douter, ne te donne pas l'option de repousser. Fais-le maintenant, sans réfléchir, parce que chaque fois que tu brises une excuse, tu détruis une brique de ta propre prison. Et avec assez de coups, tu abattras les murs qui t'ont gardé emprisonné. 6. Que la fatigue te rattrape en courant, pas en étant assis. La fatigue est inévitable. Tu la ressentiras dans tes os, dans tes muscles, dans ton esprit. Mais il y a une grande différence entre ceux que la fatigue trouve en avançant et ceux qu'elle trouve stagnants. Le premier est le guerrier, le second est le vaincu. La plupart des gens se plaignent d'être fatigués, mais ce n'est pas une vraie fatigue. C'est le poids d'une vie gaspillée, de la monotonie, de l'inaction. Ce n'est pas la fatigue qui forge le caractère, c'est celle qui consume l'âme. La vraie fatigue est celle de celui qui s'est donné à l'effort, celle de celui qui a poussé son corps et son esprit au-delà des limites. C'est la fatigue de celui qui construit, de celui qui lutte, de celui qui transforme. C'est une fatigue avec des cicatrices de guerre, avec des histoires à raconter, avec des réalisations qui soutiennent chaque goutte de sueur versée. Si la fatigue doit te rattraper, qu'elle le fasse alors que tu cours vers quelque chose qui en vaut la peine. Pas quand tu es assis à attendre que la vie te donne tout sur un plateau. Les stoïciens le comprenaient bien. Nous ne sommes pas fragiles, nous ne sommes pas faibles. Le corps et l'esprit sont faits pour résister, pour supporter la pression, pour surmonter la douleur. Mais seuls ceux qui osent repousser les limites découvrent jusqu'où ils peuvent aller. La discipline ne consiste pas à agir quand tu te sens bien. Il s'agit d'agir peu importe comment tu te sens. Il s'agit de conditionner ton esprit à ignorer les plaintes du corps, à voir la fatigue non pas comme un obstacle, mais comme un signe de progrès. Ceux qui ont accompli quelque chose dans la vie n'étaient pas moins fatigués que les autres. Ils n'avaient pas plus d'énergie, plus de chance ou plus d'avantages. La seule chose qui les distinguait était leur décision de continuer à avancer, même lorsque leur corps et leur esprit leur suppliaient de s'arrêter. Le repos n'a de sens que lorsqu'il y a une guerre à mener. Un guerrier ne s'assoit pas à attendre que la bataille se termine d'elle-même. Il se lève, bouge, attaque avant d'être attaqué. La fatigue va arriver, c'est un fait. Qu'elle te trouve en mouvement, pas en paralysie. Quand elle arrive, qu'elle te voit usé, trempé de sueur, avec les mains pleines de cicatrices de l'effort, pas enfoncé dans le confort, sans avoir bougé un seul doigt pour ce que tu veux vraiment. Si tu vas tomber épuisé, que ce soit parce que tu as tout donné.
Si tu vas être épuisé, que ce soit pour quelque chose qui en vaut la peine, parce que seuls ceux qui embrassent la fatigue avec honneur sont ceux qui construisent vraiment quelque chose de grand. 7. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du talent, c'est de la discipline multipliée par le temps. Le monde veut vous faire croire que le succès est une combinaison mystique de talent inné et de chance, que certains naissent avec une étincelle spéciale, avec un don inatteignable, avec quelque chose qui les sépare du reste. Mensonge. La vérité est plus simple et en même temps plus brutale. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du talent, c'est de la discipline multipliée par le temps. La plupart échouent parce qu'ils cherchent des raccourcis. Ils veulent les résultats, mais pas le processus. Ils veulent la récompense sans payer le prix. Ils cherchent des astuces, des formules secrètes, des conseils miraculeux qui les mèneront au sommet sans parcourir le chemin. Mais il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de route alternative. Il n'y a que la répétition, la sueur et la constance. Le talent n'est rien sans travail. C'est un potentiel inexploité, une promesse vide, un feu qui s'éteint avant de brûler. La discipline, en revanche, est ce qui transforme la médiocrité en grandeur. C'est ce qui sépare ceux qui essaient une fois de ceux qui essaient 1000 fois jusqu'à bien faire. Il ne s'agit pas d'inspiration, il s'agit de répétition. Faire quand on s'ennuie, faire quand on n'a pas envie, faire quand tout en vous veut arrêter. Parce que chaque jour où vous avancez, même d'un centimètre, vous vous rapprochez de ce que d'autres n'atteindront jamais. Le monde est plein de personnes talentueuses qui n'ont jamais rien accompli. Parce que le talent sans discipline est comme un couteau sans tranchant. Inutile. Il est également plein de personnes sans compétences extraordinaires qui, avec des années d'efforts constants, sont devenus des géants. Les stoïciens savaient que le contrôle de soi est le véritable pouvoir. Celui qui maîtrise son esprit, son corps et ses habitudes, maîtrise son destin. Il ne s'agit pas d'avoir le meilleur départ, mais d'avoir la capacité de continuer lorsque les autres abandonnent. Faites-le un jour, faites-le 2, faites-le 100. Et quand vous pensez en avoir fait assez, faites-le 1000 fois de plus. La répétition forge des empires, crée de la force, transforme la volonté en acier. Le succès n'a pas de secret. Il a seulement un prix que presque personne n'est prêt à payer. Travail quotidien, répétition inlassable, sacrifice non négociable. Ce qui semble impossible aujourd'hui deviendra une habitude demain si vous osez supporter le processus. Oubliez la chance, oubliez le talent. Faites ce que vous devez faire, encore et encore, jusqu'à ce que le monde n'ait d'autre choix que de vous reconnaître. Parce qu'à la fin du chemin, ceux qui accomplissent l'impossible ne sont pas les plus doués, ni les plus intelligents, ni les plus chanceux. Ce sont ceux qui ont compris que la vraie magie n'est rien d'autre que la discipline soutenue dans le temps. 8. Le moment parfait est un mensonge. Choisis de bouger maintenant. Le moment parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il n'existera jamais. C'est un mirage, une excuse déguisée en prudence, un mensonge qui te maintient dans l'inaction. Combien de fois t'es-tu dit que tu commencerais quand le moment serait venu, quand tu auras plus de temps, quand tu te sentiras prêt, quand les circonstances seront favorables? Mensonge après mensonge après mensonge. Le monde ne s'arrêtera pas pour s'aligner sur tes attentes. La vie ne va pas te dérouler un tapis rouge ni attendre que tu te sentes prêt. Si tu continues à attendre le moment parfait, tu vas mourir en attendant. Celui qui comprend cela bouge, peu importe le chaos qui l'entoure. Il n'attend pas la clarté, il la crée. Il n'attend pas la stabilité, il la construit. Il n'attend pas la confiance, il la gagne en chemin. Si tu réfléchis trop avant d'agir, tu perds ton temps. Si tu analyses chaque possibilité, tu finis paralysé. Si tu cherches la certitude absolue, tu vas découvrir qu'elle n'existe pas. Les bonnes décisions ne sont pas prises avec des garanties, elles sont prises avec du courage. Le moment parfait est un poison lent. Il te donne une fausse sensation de contrôle, te fait sentir que reporter fait partie de la stratégie, alors qu'en réalité, c'est juste de la peur déguisée en planification. Les stoïciens le comprenaient bien.
Le seul temps que tu as est maintenant. Pas après, pas demain, pas dans un futur idéal où tout s'emboîte parfaitement. Maintenant. N'attends pas que les conditions soient optimales. Elles ne le seront pas. N'attends pas de te sentir prêt. Tu ne le seras pas. La seule façon d'avancer est de décider que ce moment, aussi chaotique soit-il, est le moment où tu passes à l'action. Parce que la perfection est un piège qui attrape les faibles. Ceux qui ont accompli quelque chose dans la vie ne l'ont pas fait en attendant le moment idéal. Ils l'ont fait au milieu du désastre, avec peur, avec doute, avec obstacle. Mais ils l'ont fait. Et c'est tout ce qui compte. S'il y a quelque chose que tu sais que tu dois faire, fais-le maintenant. Ne cherche pas de signes, n'attends pas de motivation, ne continue pas à justifier ta paralysie par l'idée que plus tard ce sera mieux. Parce que ce ne sera pas le cas. Le meilleur moment pour bouger était hier. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Alors arrête de te tromper. Arrête de reporter ta vie. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent derrière n'est pas la chance, ni l'intelligence, ni le talent. C'est la capacité d'agir sans attendre que tout soit en place. Le monde ne va pas s'arrêter pour toi. Ou tu bouges maintenant, ou tu restes coincé dans le mensonge du « un jour ». 9. Si tu restes immobile, le monde t'enterre sans prévenir. La vie n'attend pas. Le temps ne négocie pas. Si tu t'arrêtes, même pour un instant, le monde continue d'avancer sans toi. Et quand tu décides de bouger à nouveau, tu découvres qu'il est déjà trop tard, que ceux qui ont continué à avancer sont inatteignables, que le temps que tu as perdu ne reviendra jamais. Il n'y a pas de point neutre dans la vie. Soit tu avances, soit tu recules. Il n'y a pas de pause, pas de véritable repos. Chaque jour que tu passes sans agir est un jour qui s'accumule contre toi. Un jour qui te rend plus lent, plus faible, plus insignifiant. La plupart des gens pensent que rester immobile est une option inoffensive, que ne rien faire n'a pas de conséquences. Mais ça en a. Chaque moment où tu choisis la passivité, le monde non seulement avance, mais t'enterre un peu plus. Et le pire, c'est que, lorsque tu décides enfin de te réveiller, tu es déjà sous une montagne d'opportunités perdues, de compétences rouillées, de temps que tu ne récupéreras jamais. Regarde autour de toi. Les personnes qui dominent le monde ne sont pas nécessairement les plus intelligentes, ni les plus talentueuses. Ce sont celles qui ont compris que le temps est impitoyable et que rester immobile équivaut à être dévoré par ceux qui continuent d'avancer. Si tu penses que tu as du temps, tu es en danger. Chaque seconde d'indécision est une seconde où le monde te laisse derrière. Chaque jour où tu repousses ce que tu dois faire, quelqu'un d'autre le fait mieux que toi, plus vite que toi, avec plus de détermination que toi. Et quand tu essaies de bouger, ils seront déjà trop loin. Il n'y a rien de plus dangereux que la fausse sensation de stabilité, la croyance que tu peux rester où tu es et que tout restera pareil, parce que ça ne restera pas pareil. Soit tu t'améliores, soit tu deviens insignifiant, soit tu t'adaptes, soit tu t'éteins. Les stoïciens le savaient bien. Le monde ne s'arrête pour personne. La nature n'a pas de pitié pour ceux qui n'évoluent pas. Celui qui ne se renforce pas s'affaiblit. Celui qui n'avance pas tombe. N'attends pas que le temps te rappelle ta fragilité. Bouge avant que le monde ne le fasse pour toi. Si tu as peur d'échouer, souviens-toi de ceci. Le plus grand échec n'est pas d'essayer et de rater, c'est de rester immobile pendant que tout ce que tu as toujours voulu s'éloigne de toi. Alors, arrête d'attendre. Arrête de te tromper avec l'idée que tu peux mettre en pause ta croissance sans payer le prix. Chaque seconde compte, chaque décision pèse. Le monde ne prévient pas avant de t'enterrer. Tu t'en rends compte quand tu es déjà sous terre. 10. Deviens un stratège de ton temps, pas son esclave. Le temps est un tueur silencieux. Tu ne le sens pas arriver, mais il est là, implacable, te volant des secondes, dévorant des opportunités, détruisant tout ce que tu remets à plus tard. Chaque instant que tu n'utilises pas avec intention est un morceau de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Il y a deux types de personnes dans ce monde. Celles qui gouvernent leur temps comme des stratèges et celles qui le gaspillent comme des esclaves.
Les premiers conçoivent leur journée comme un champ de bataille, plaçant chaque action à l'endroit exact pour avancer. Les seconds errent sans direction, laissant les distractions dicter leur destin, permettant à l'urgence des autres de noyer leur propre but. La plupart ne manquent pas de talent, mais d'aptitude à gérer le temps. Ils se noient dans des tâches sans importance, perdent des heures dans des distractions déguisées en repos, se trompent en pensant qu'être occupé est la même chose que de progresser. Mais la vérité est celle-ci. Celui qui ne contrôle pas son temps ne contrôle pas sa vie. Chaque jour est un sablier que tu ne peux pas retourner. Chaque grain de sable qui tombe est un rappel que tu es en train de manquer de marge d'erreur. Tu ne peux pas demander plus de temps. Tu ne peux pas négocier avec lui. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu peux seulement décider comment tu l'utilises avant qu'il ne t'échappe des mains. Les stoïciens l'ont bien compris. La vie est courte, plus que tu ne le penses. Mais pas parce qu'elle a peu d'années, mais parce que la plupart des gens la gaspillent en futilité. Le problème n'est pas que tu as peu de temps, c'est que tu ne l'utilises pas bien. La différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui se perdent dans la foule n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence. C'est la maîtrise absolue de leur temps. C'est la capacité de couper l'inutile sans pitié, de se concentrer avec une précision chirurgicale sur ce qui compte vraiment. N'attends pas que la vie te donne un ultimatum. N'attends pas d'être sur ton lit de mort pour te rendre compte que tu as gaspillé des années sur des choses sans importance. Si le temps est une arme, utilise-la pour construire, pas pour te détruire. Si la vie est un jeu, apprends à y jouer comme un maître, pas comme un simple pion sur l'échiquier. Arrête de courir en rond, arrête de remplir ta journée de tâches sans but. Le temps n'est pas infini. Ou tu le maîtrises, ou il te détruit. As-tu déjà ressenti une pression émotionnelle écrasante, comme si les tempêtes de la vie étaient trop fortes pour les affronter? La vérité est que nous faisons tous face à des moments de difficulté. Et ce qui fait vraiment la différence n'est pas d'éviter ces moments, mais comment nous les affrontons. La force émotionnelle n'est pas quelque chose avec laquelle nous naissons. C'est quelque chose qui se construit. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, mais d'apprendre à s'adapter, à trouver le calme au milieu du chaos, à savoir comment se relever encore et encore, peu importe ce que la vie te réserve. Ce scénario est conçu pour te montrer comment, à travers des habitudes simples mais puissantes, tu peux cultiver cette force intérieure qui te permettra de faire face à n'importe quel défi avec sérénité et détermination. La clé réside dans de petits changements quotidiens qui, avec le temps, transforment ta vie émotionnelle. Es-tu prêt à commencer à construire cette force de l'intérieur parce que tout ce dont tu as besoin est de décider de faire le premier pas? Habitude 1. Fais de l'oubli sélectif une habitude en laissant derrière toi les souvenirs qui t'ancrent dans le passé. Es-tu encore en train de porter le poids de ce qui s'est passé hier, la semaine dernière ou même il y a des années? Arrête de te mentir, ces souvenirs ne te servent pas. Chaque fois que tu t'arrêtes pour revivre ce qu'on t'a fait ou ce que tu as perdu, tu continues à renforcer les chaînes qui te maintiennent attaché à un passé qui n'existe plus. L'oubli sélectif n'est pas une option, c'est une nécessité si tu veux libérer ton esprit et avancer vers l'avenir. Affrontons-le. S'accrocher au passé est un poison. Les émotions non traitées, les ressentiments non résolus et les blessures non guéries drainent ton énergie. Chaque pensée négative sur ce que tu ne peux pas changer est une brique de plus dans le mur qui te sépare de ta paix intérieure. L'oubli sélectif est la clé pour briser ce cycle destructeur. Je ne parle pas d'ignorer ou de nier ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de vivre dans un monde de fantaisie. L'oubli sélectif consiste à prendre une décision consciente, de laisser derrière soi les souvenirs qui, au lieu de t'enseigner quelque chose de précieux, te tirent seulement vers l'abîme émotionnel. Tu sais exactement de quoi je parle. Cette dispute avec un ami qui te fait toujours mal, cette opportunité que tu as perdue, cette trahison qui t'a marqué, il est temps de lâcher tout ça. Fais-le parce que ta paix mentale et ton bien-être émotionnel en ont besoin. Si tu continues à t'accrocher à tout ce que tu ne peux pas changer, tu t'assures de rester bloqué.
Rappelle-toi ceci, les souvenirs qui nous font le plus mal sont ceux qui ont le plus de pouvoir sur nous. Si tu ne laisses pas le passé te dominer, si tu prends le contrôle et te permets d'oublier ce qui n'a plus sa place dans ta vie, tu feras le premier pas vers la liberté émotionnelle. Tu te rendras compte à quel point l'esprit est léger lorsque tu décides de ne plus revivre les mêmes moments encore et encore. Cette habitude n'est pas facile. Elle ne le sera pas, mais tu n'es pas ici pour qu'on te dise que tout sera facile. Tu es ici parce que tu sais que le chemin vers la force émotionnelle passe par la libération de ce qui ne t'aide pas. Ne continue pas à nourrir tes peurs, tes culpabilités et tes regrets. Laisse aller ce qui ne te permet pas de grandir. L'oubli sélectif est une discipline qui nécessite de la pratique, mais je te garantis qu'avec le temps, il deviendra l'un des outils les plus puissants que tu aies pour atteindre la paix intérieure. Alors fais-le. Libère-toi. Oublie ce qui te maintient dans l'obscurité et fais de la place pour ce qui est à venir. Ce n'est qu'alors que tu seras vraiment prêt à avancer, sans les fardeaux du passé, avec un esprit plus fort et prêt à affronter ce qui vient. Habitude. 2. Développe l'autocompassion et pardonne tes erreurs. Arrête de te punir pour chaque erreur que tu as commise. Tu sais quoi? Nous faisons tous des erreurs, et si tu penses que tu es l'exception, tu te mens à toi-même. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués réside dans la façon dont ils affrontent leurs échecs. Si tu continues à voir tes erreurs comme des preuves que tu n'es pas assez bon, tu n'arriveras jamais là où tu veux vraiment être. Le problème avec le manque d'autocompassion est simple. Tu te noies dans une mer de culpabilité et d'autocritique qui ne te sert à rien. Tu es obsédé par ce que tu as mal fait. Tu continues à te battre pour ne pas avoir fait les choses parfaitement. Mais voici la vérité. Personne n'est parfait. Personne. Ni les grands leaders, ni les génies, ni tes idoles. La perfection est une fantaisie. Et si tu vis en cherchant à atteindre quelque chose qui n'existe pas, tu perdras simplement ton temps. Le pardon commence par toi. Si tu n'es pas capable de te pardonner pour ce que tu as mal fait, tu choisis de rester coincé dans le passé, dans ce cycle destructeur qui t'empêche d'avancer. Il est temps que tu arrêtes de te trouver des excuses et que tu affrontes la dure réalité. Ton autocastigation ne sert à rien. Le seul effet qu'elle a est qu'elle nourrit la honte, l'insécurité et la frustration. Et tu sais quoi? Ces émotions ne te mènent nulle part. Tu n'avances pas, tu ne grandis pas. Tu continues simplement à tourner en rond dans un cercle vicieux qui te consume. L'autocompassion ne signifie pas que tu commences à justifier chaque erreur. Il ne s'agit pas d'excuser ce que tu as mal fait. Il s'agit d'accepter que tu es humain, que tu as fait une erreur, mais que cela ne te définit pas. L'autocompassion, c'est comprendre que tu peux apprendre, corriger et améliorer, sans avoir besoin de te détruire dans le processus. La première étape pour te pardonner est d'arrêter de croire que tu dois être parfait. La vie ne fonctionne pas comme ça. Ce qui te définit ne sont pas tes échecs, mais ce que tu fais après les avoir commis. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de grandir, mais seulement si tu es assez intelligent pour ne pas rester coincé dans le sentiment de culpabilité. Tu sais ce qui est vraiment destructeur, ne pas te pardonner. Le manque d'autocompassion te consume d'une manière beaucoup plus dangereuse que n'importe quelle erreur que tu as pu commettre. L'autocompassion te libère. Elle te donne l'opportunité de continuer à avancer, d'apprendre de ton passé et de ne pas te laisser freiner. Si tu n'apprends pas à te pardonner, tu condamnes ton propre progrès. L'autocompassion n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans elle, tu resteras attaché à tes erreurs, répétant le même schéma encore et encore. Arrête de te détruire. Pardonne tes erreurs, apprends d'elles et avance. Il est temps que tu prennes le contrôle. Habitude. 3. Fais de l'exercice pour libérer des endorphines. Arrête de trouver des excuses. Peu importe ce que tu dis, le fait est que ton corps a besoin de bouger. Il est temps d'arrêter de te cacher derrière la paresse et les justifications. L'exercice n'est pas un caprice, c'est une nécessité fondamentale pour ton bien-être physique et mental. Si tu attends que les choses s'améliorent tout en ne faisant rien pour changer,
Alors ne te trompe plus. Les choses ne vont pas s'améliorer d'elles-mêmes. Les endorphines, ces substances chimiques que ton cerveau libère lorsque tu fais de l'exercice, sont l'arme secrète à ta disposition. Ce sont elles qui te donnent cette sensation de bien-être, de soulagement, de contrôle. Tu ne l'as pas ressenti parce que tu préfères rester sur le canapé en attendant que quelque chose de magique se produise. Et la vérité est qu'il n'y a pas de magie. La magie est dans le mouvement, dans le fait de faire fonctionner ton corps comme il le doit. Arrête d'attendre que l'humeur vienne d'elle-même. L'humeur se construit avec l'action. Savais-tu que l'exercice est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire le stress et l'anxiété ? C'est vrai. Et le plus ironique, c'est que tu continues à choisir de rester immobile, enfermé dans tes pensées, laissant les problèmes s'accumuler. Les problèmes ne se résolvent pas en restant paralysés. Ils se résolvent par l'action, par le mouvement. Quand tu transpires, quand tu défies ton corps, tu commences à libérer ces endorphines qui t'aident à rester calme, à avoir une clarté mentale, à ne pas laisser les émotions négatives te contrôler. Il est temps que tu arrêtes d'attendre la motivation parfaite qui n'arrive jamais. La motivation se crée avec l'action. L'exercice n'est pas une option. C'est une nécessité pour ceux qui cherchent à avoir le contrôle sur leurs émotions. Ne te trompe pas en pensant que l'exercice est seulement pour perdre du poids ou améliorer l'apparence. Le véritable pouvoir réside dans la façon dont il transforme ton esprit. Un esprit fort a besoin d'un corps fort. Arrête de jouer le jeu du confort, de l'inaction. La vie n'attend pas que tu te mettes en forme. Alors fais-le. Bouge. Fais de l'exercice. Libère ces endorphines et commence à te sentir comme tu devrais, en contrôle. Arrête d'être faible mentalement. Si ton corps ne bouge pas, ton esprit ne le fait pas non plus. Tu as besoin de l'exercice pour faire face aux adversités, pour mieux gérer le stress, pour être à ton meilleur. Il n'y a pas d'excuse. Qu'attends-tu? Une permission? L'heure exacte? Tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de prendre des mesures dès maintenant. Fais de chaque moment d'exercice une victoire sur tes limites. Fais travailler ces endorphines pour toi. Et quand tu te sentiras fort, tu comprendras qu'il n'y a rien que tu ne peux pas affronter. Habitude. 4. Maintiens une routine de sommeil constante. Arrête de te mentir à toi-même. Le fait que tu sautes d'un horaire de sommeil à un autre, que tu dors peu et que tu penses pouvoir réparer cela plus tard est une illusion. Si tu ne dors pas ce dont tu as besoin et à l'heure dont tu as besoin, tu sabotes tout. Le manque de sommeil n'est pas quelque chose que tu peux gérer avec une tasse de café supplémentaire ou avec un jour de plus. Tu ne le gères pas, il te gère. Et laisse-moi te dire quelque chose, il n'y a rien de plus destructeur pour ton bien-être physique et mental que de ne pas bien dormir. C'est aussi simple que cela. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Ce n'est pas négociable. La constance est la clé. Si tu n'établis pas une routine de sommeil et que tu ne la suis pas, tu ne peux pas espérer performer au niveau dont tu as besoin. Tu joues avec le feu. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Le manque de sommeil chronique affecte ta capacité à prendre des décisions, ton humeur et, plus grave encore, ta santé à long terme. Penses-tu vraiment pouvoir l'ignorer et rester productif, efficace et émotionnellement équilibré? Tu te trompes. L'épuisement te rend faible, instable et enclin à faire des erreurs stupides. Il n'y a pas moyen d'être fort, intelligent ou efficace sans un bon repos. Qu'attends-tu pour le comprendre? Si tu ne dors pas de manière constante, ton cerveau ne fonctionne pas comme il le devrait. C'est aussi simple que cela. Tu réduis tes performances au minimum et tu ne le reconnais pas. Le manque de sommeil affecte ta capacité à apprendre, à retenir des informations et à gérer le stress. Si tu ne peux pas maintenir une routine de sommeil, tu ne peux pas espérer gérer les pressions du quotidien sans tomber dans le désespoir. Penses-tu gagner quelque chose en restant éveillé tard? Tu ne gagnes rien, tu ruines simplement ton avenir. Il est temps d'être réaliste. Les excuses ne servent plus. Bien dormir est crucial pour ton succès, pour ta clarté mentale et pour ta stabilité émotionnelle. Tu ne peux pas espérer avoir l'énergie et l'état d'esprit nécessaires pour affronter les défis de la vie sans un repos suffisant. Et je ne parle pas de dormir pour dormir.
Je parle d'un sommeil qui soit réparateur, profond et constant. Sans une routine solide, tu compromets ta capacité à être le meilleur. Tu choisis la médiocrité. Arrête de jouer avec ta santé et ton avenir. Établis une routine de sommeil qui fonctionne pour toi. Sois discipliné et fais du sommeil une priorité. Il n'y a pas d'excuse. Si tu veux vraiment être plus fort, plus efficace, plus concentré, alors dors bien. Parce que si tu ne le fais pas, les dégâts sont déjà faits et tu les paieras avec chaque mauvaise décision, chaque erreur inutile et la constante sensation de te traîner. Le choix est à toi. Soit tu dors bien, soit tu continues à perdre. Habitude. 5. Faites un check-in émotionnel chaque matin. Arrête de te lever et de suivre le flux de la journée sans plus. Tu n'as aucune idée de ce que tu ressens vraiment jusqu'à ce que tu t'arrêtes pour y penser. Il est si facile de se perdre dans la routine, dans la précipitation de faire sans prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe réellement en toi. Mais savais-tu que c'est la raison principale pour laquelle tu n'arrives pas à progresser émotionnellement? Tu fonctionnes en pilote automatique et c'est une grosse erreur. Un check-in émotionnel chaque matin n'est pas optionnel, c'est obligatoire si tu veux vraiment avoir le contrôle sur tes émotions et, par conséquent, ta vie. Si tu ne prends pas une minute au début de la journée pour reconnaître comment tu te sens, ce que tu fais, c'est ignorer les signaux que ton corps et ton esprit t'envoient. Tu éludes le travail le plus basique de la vie, te comprendre toi-même. Pourquoi es-tu surpris quand tu te sens débordé, irritable ou déconnecté? Tu ignores le thermomètre émotionnel de ta vie. Sans un check-in émotionnel, tu affrontes la journée avec un fardeau interne sans l'avoir traité. Et cela t'affecte plus que tu ne le penses. Si tu ne peux pas comprendre ce que tu ressens, tu ne pourras jamais le gérer efficacement. C'est simple. Si tu ne te connais pas toi-même, si tu ne sais pas ce que tu portes émotionnellement, tu ne peux pas prendre de décisions claires ni agir de manière cohérente. C'est aussi direct que ça. Tu as besoin de cette pause quotidienne pour faire l'inventaire de ton état émotionnel. Le fait que tu ne le fasses pas te met dans une position vulnérable. Le moindre petit désagrément, le moindre commentaire déplacé peut te déstabiliser et te mener sur un chemin que tu ne comprends même pas. Ne pas savoir ce que tu ressens te transforme en une marionnette, réagissant aux stimuli externes sans savoir comment te contrôler. Ne fais pas l'imbécile, ne continue pas à ignorer ce qui se passe en toi. Si tu ne fais pas un check-in émotionnel, si tu ne prends pas le temps de faire face à ce qui se passe dans ton esprit et ton cœur, tu t'affaiblis. Tous les grands leaders, les personnes à haute performance, les individus qui maîtrisent vraiment leur vie, font cela tous les jours. Ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. C'est ta responsabilité émotionnelle. Parce que si tu ne comprends pas ce qui se passe en toi, comment espères-tu prendre des décisions qui ne sont pas chargées de réactions impulsives, basées sur des émotions non traitées? Alors arrête-toi une seconde. Arrête-toi avant de courir pour faire 1000 choses. Fais un check-in émotionnel. Il ne s'agit pas de faire une liste de choses à faire ou de remplir la journée avec des tâches. Il s'agit d'identifier ce que tu ressens, sans excuse ni évasion. Es-tu stressé? Es-tu motivé? Es-tu fatigué? Quoi que ce soit, reconnais-le. Et ensuite, agis en conséquence. Ce n'est qu'en prenant conscience de ce qui est en toi que tu pourras commencer à le changer. Habitude. 6. Apprends à déléguer et à réduire le stress inutile. Écoute bien, si tu continues à essayer de tout faire tout seul, tu commets une grave erreur. Tu n'es pas une machine et tu n'es pas conçu pour porter le poids de tout. Le stress que tu traînes, les heures perdues, l'épuisement mental que tu ressens ne sont pas une médaille d'honneur. Ce sont des signes clairs que tu ne sais pas déléguer. Et si tu ne sais pas déléguer, tu te détruis de l'intérieur. Déléguer n'est pas un luxe ni une option. C'est une compétence cruciale pour maintenir ta santé mentale, ta productivité et ton bien-être. Tu n'es pas ici pour tout faire toi-même, pour être le héros de chaque tâche. Les gens qui essaient de tout embrasser finissent par exploser, s'effondrant sous le poids de leur propre incapacité à demander de l'aide. À quoi bon essayer de tout porter si tu le fais mal, stressé et à moitié?
Ce que tu ne comprends pas, c'est que déléguer ne te rend pas plus faible, ça te rend plus intelligent. Le stress inutile que tu accumules n'est pas une partie de la vie réussie. C'est le résultat de ne pas savoir sur quoi tu dois vraiment te concentrer. Tu es dans une bataille constante, voulant tout contrôler autour de toi, mais la vérité est que tu ne peux pas. C'est impossible. Si tu continues à t'accrocher à l'idée que tout dépend de toi, tu te trompes, simplement. Déléguer est la première étape pour te libérer de ce fardeau. C'est prendre des décisions intelligentes sur ce qui nécessite vraiment ton attention et ce que tu peux lâcher. Pourquoi continuer à t'impliquer dans des choses qui ne sont pas de ta responsabilité? Pourquoi ne pas donner à d'autres la chance de montrer ce qu'ils peuvent faire? La peur de déléguer repose sur la fausse croyance que personne d'autre ne le fera comme toi. C'est une pensée limitée. Tout ne doit pas être parfait à ta manière. Déléguer signifie faire confiance aux autres, accepter qu'il y a de nombreuses façons de faire les choses et surtout libérer ton esprit des tâches qui ne sont pas alignées avec tes objectifs les plus importants. Tu perds du temps et de l'énergie sur des choses qui ne t'apportent rien. Tu te laisses distraire par le bruit pendant que ton véritable focus s'estompe. Ne pense pas que déléguer est une perte de contrôle. C'est un investissement dans ta paix intérieure. Chaque minute que tu économises en déléguant est une minute que tu peux utiliser pour ce qui compte vraiment, pour le travail que seul toi peux faire, pour ta croissance. Le stress que tu réduis en déléguant est vital pour ta stabilité. Arrête de penser que tout dépend de toi et commence à faire en sorte que d'autres assument également des responsabilités. C'est le moment de te réveiller. Arrête de t'accrocher à tout, d'essayer de tout faire tout seul. Déléguer est la clé pour réduire ce stress inutile qui te tue. Et si tu n'apprends pas à le faire, tu n'atteindras jamais le niveau de succès que tu recherches. Tu n'es pas invincible. Apprends à déléguer et libère-toi de ce fardeau. Habitude 7. Trouve de l'humour même dans les situations difficiles. Soyons clairs, la vie n'est pas facile. Il y a des moments où tout part en vrille, où les problèmes s'accumulent et la pression semble t'écraser. Mais si tu n'apprends pas à trouver de l'humour même dans ces situations difficiles, tu vas rester coincé dans le même cycle de désespoir. Parce que laisse-moi te dire quelque chose, la souffrance constante n'est pas une option. Nous ne sommes pas ici pour vivre avec une longue face tout le temps, en nous lamentant sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Non, nous sommes ici pour être assez forts pour rire au milieu du chaos. L'humour n'est pas seulement une distraction, c'est un outil de survie. Tu sais ce que font les gens qui savent vraiment vivre? Ils rient quand les choses deviennent dures. Non pas parce qu'ils ne se soucient pas de ce qui se passe, mais parce qu'ils comprennent que le contrôle qu'ils ont sur les circonstances est limité. L'humour te donne du pouvoir sur ce que tu ne peux pas changer. Il t'aide à garder la perspective et, le plus important, il te libère de l'anxiété et de la tension qui viennent avec la constante gravité. Si tu ne peux pas trouver un moyen de rire, même de toi-même, ce que tu fais vraiment, c'est te maintenir coincé dans une mentalité de victime. Tu permets aux circonstances de te contrôler, au lieu d'utiliser ton sens de l'humour comme un moyen de prendre le contrôle. Et ça, mon ami, c'est un moyen rapide de détruire ton bien-être émotionnel. Le stress, la frustration, la colère, toutes ces émotions négatives se dissipent lorsque tu permets à l'humour d'entrer en jeu. Tu arrêtes de te prendre toi-même trop au sérieux et tu commences à voir que la vie, bien qu'elle soit dure, a aussi son côté ridicule. Les gens qui trouvent de l'humour dans les adversités ne sont pas faibles, loin de là. Ce sont les plus résilients. La véritable force n'est pas seulement de supporter le poids de la vie, c'est d'apprendre à vivre avec, sans qu'il te consume. L'humour t'aide à rester à flot, à voir les choses avec une nouvelle perspective. Quand tu prends un moment pour rire, même au milieu du désastre, tu choisis la paix plutôt que l'angoisse. Tu démontres que peu importe à quel point la situation est difficile, tu restes aux commandes. Ne continue pas à laisser la vie te démolir. Ne continue pas à nourrir ce pessimisme et cette tension. Trouve de l'humour, même dans les moments les plus sombres, et tu seras capable de gérer l'adversité d'une manière que ceux qui ne le font pas
ne pourront même pas imaginer. Cette habitude n'est pas seulement une façon de passer le temps, c'est une façon de te renforcer, de résister et de vivre avec une mentalité imbattable. N'oublie pas, rire des difficultés est une façon de les surmonter. Habitude 8. Reconnais tes émotions, mais ne les laisse pas te définir. Voici la dure réalité. Tes émotions ne te définissent pas. Ne te trompe pas en pensant que ce que tu ressens est ce que tu es. Si tu n'apprends pas à séparer qui tu es de ce que tu ressens à un moment donné, tu seras l'esclave de chaque humeur qui te traverse. Tu es en colère, tu te sens triste, c'est normal. Les émotions font partie naturellement de la vie. Mais voici le point. Ne reste pas coincé là. Ne laisse pas un mauvais moment devenir ton identité. La plus grande erreur que tu peux commettre est de permettre à une émotion négative de te contrôler, comme si cette émotion avait du pouvoir sur toi. Ces émotions sont là pour être vécues, pas pour prendre le contrôle de ta vie. Les gens qui ne savent pas gérer leurs émotions sont pris dans un cycle sans fin de réactions impulsives. Tu laisses la colère te consumer, tu laisses la tristesse t'immobiliser, tu laisses l'anxiété te paralyser, et le pire, c'est que tu crois que c'est tout ce que tu es. Une personne irritable, une personne déprimée, une personne inquiète. Non, tu es bien plus que ça. Tu as le contrôle. Tu as le pouvoir de décider quoi faire de ce que tu ressens, et si tu ne l'utilises pas, alors tu resteras coincé dans un cycle qui ne finira jamais. La première étape pour ne pas être défini par tes émotions est de les reconnaître. Mais reconnaître ne signifie pas succomber à elles. Ce n'est pas dire « je suis en colère » et laisser cette colère ruiner ta journée. C'est dire « je suis en colère, mais je ne vais pas laisser cela gouverner mon comportement ». Reconnaître tes émotions signifie être honnête avec toi-même sur ce que tu ressens, sans peur, sans honte. C'est un acte d'autoconnaissance et de maturité. Mais l'étape suivante est encore plus importante. Ne pas laisser ces émotions contrôler tes décisions. Ne laisse pas une mauvaise journée devenir une excuse pour te comporter de manière destructive. Ce que tu ressens n'est qu'une partie de ce que tu es. Si tu permets aux émotions négatives de définir qui tu es, ce que tu fais vraiment, c'est renoncer au contrôle. Tu deviens une victime de tes propres sentiments. Et ça, mon ami, c'est le chemin direct vers la frustration, le malheur et le manque de progrès. Tu dois être plus intelligent que ça, tu dois être plus fort que ça. Le défi ici est de posséder tes émotions, de ne pas les laisser te contrôler. Alors quand tu te sens en colère, triste, anxieux ou frustré, reconnais ce que tu ressens, mais ne laisse pas cela définir qui tu es ou ce que tu es capable de faire. Les émotions sont des outils, pas des chaînes. Utilise-les à ton avantage, mais ne les laisse jamais te lier. Et souviens-toi de ceci. Tu décides comment agir, pas tes émotions. Si tu ne l'apprends pas, tu ne seras jamais vraiment libre. Habitude 9. Élimine la souffrance inutile. Écoute-moi bien. La plupart de ta souffrance est inutile. Elle est auto-imposée. Elle est le résultat de ton incapacité à accepter la réalité telle qu'elle est. Tu continues à choisir de souffrir pour des choses que tu ne peux pas contrôler, pour des erreurs passées ou pour des préoccupations futures. Et le pire de tout, tu continues à te donner la permission de rester là, coincé dans la douleur que tu as toi-même créée. Si tu veux changer, tu dois comprendre quelque chose. Tu n'es pas condamné à souffrir. La souffrance que tu expérimentes dans ta vie, pour la plupart, est un choix, et il est temps que tu arrêtes de la choisir. Te plains-tu constamment de ce qui t'arrive? Te lamentes-tu de ce que tu n'as pas ou de ce que tu as perdu? Continues-tu à te tourmenter pour des décisions passées? Arrête-toi maintenant. La souffrance inutile n'est pas seulement une perte de temps, c'est une perte d'énergie, de ton bien-être émotionnel et de ta santé mentale. Pourquoi continuer à nourrir un monstre qui ne fait que te rendre plus faible, plus instable, plus incapable d'avancer? La souffrance qui n'est pas basée sur des faits réels et concrets n'est qu'une distorsion de ton esprit. Si tu regardes vraiment ce qui se passe, la plupart de tes souffrances n'ont pas de base solide. Elles ne sont ancrées qu'à des pensées irrationnelles, des croyances limitantes et une vision déformée de la vie.
Ne continue pas à être une victime de tes propres pensées. La souffrance inutile naît de la peur, de l'anxiété et de la résistance à ce que tu ne peux pas changer. Tu résistes à ce qui est, à ce qui se passe, à ce que tu ne peux pas contrôler, et c'est ce qui t'épuise. Sais-tu ce qui te rend vraiment faible? C'est ton incapacité à accepter les choses telles qu'elles sont, à regarder la vie et à dire « c'est ce qu'il y a, et je vais agir avec ce que j'ai ». La souffrance ne vient pas des circonstances, mais de la façon dont tu décides de réagir à elle. Arrête de chercher des raisons de souffrir et commence à chercher des raisons d'apprendre, de grandir et d'avancer. C'est un fait. Personne ne peut contrôler tout ce qui lui arrive, mais tout le monde peut contrôler comment il réagit. Si tu continues à penser que la souffrance est inévitable, si tu continues à croire qu'il n'y a pas d'issue, tu te mens à toi-même. Personne n'est obligé de souffrir pour des choses qu'il ne peut pas changer. La vie n'est pas juste, et c'est bien. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout soit parfait ou facile, mais tu peux décider que tu ne vas pas rester coincé dans un cycle de souffrance que tu alimentes toi-même. Tu peux décider de te libérer. Élimine la souffrance inutile. Arrête de permettre que la douleur mentale te contrôle. La vie a déjà assez de défis réels. Ne rends pas le tien encore plus difficile en restant coincé dans ce que tu ne peux pas changer. Fais-le maintenant, pas demain, pas dans le futur. Élimine l'inutile et vis avec clarté, avec action, avec un but. Ce n'est qu'alors que tu commenceras à ressentir la véritable liberté. Habitude. 10. Réfléchis à tes réactions. Voici la dure vérité. Ce qui te tire le plus vers le bas, c'est ta façon de réagir aux choses. Ce ne sont pas les problèmes en eux-mêmes qui te détruisent, c'est la façon dont tu choisis de leur répondre. Je te le répète, le problème n'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu réagis à cela. Si tu ne prends pas un moment pour réfléchir à ces réactions automatiques, tu laisses ta vie être contrôlée par des impulsions, par des émotions passagères qui ne font que te tirer vers le chaos. Et le pire de tout, c'est que tu n'es même pas conscient de ce que tu fais. Te mets-tu en colère trop rapidement? Te laisses-tu emporter par la frustration lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'espérais? Te sens-tu victime des circonstances, incapable de contrôler ta réponse aux défis? Si c'est le cas, tu permets à ta vie d'être définie par tes réactions, par cette impulsivité qui ne te mène nulle part. Il est temps que tu cesses de vivre en pilote automatique et que tu commences à réfléchir à chacune de tes réponses émotionnelles. Tu ne peux pas changer ce qui t'arrive, mais tu peux changer la façon dont tu choisis de le confronter. Si tu ne réfléchis pas à tes réactions, si tu ne t'arrêtes pas pour penser à pourquoi tu agis de la façon dont tu le fais, tu seras condamné à vivre en répétant les mêmes schémas encore et encore. Chaque fois que tu perds le contrôle et que tu laisses la colère, la peur ou la frustration te dominer, tu ne fais que construire une version plus faible de toi-même. Chaque réaction automatique te fait perdre le contrôle et te rapproche d'une version de toi que tu ne veux pas être. Réfléchir à tes réactions n'est pas seulement un exercice mental, c'est un acte de responsabilité personnelle. C'est la première étape pour prendre le contrôle de ta vie. Je te le dirai clairement. Si tu n'es pas conscient de la façon dont tu réagis, tu te sabotes toi-même. Les personnes qui ne réfléchissent pas, qui ne remettent pas en question leurs réponses émotionnelles, vivent à la merci de leur environnement. Elles ne sont pas libres, elles n'ont pas de contrôle. Si tu veux changer ta vie, si tu veux grandir, tu dois apprendre à réfléchir. Tu dois te demander « Pourquoi ai-je réagi ainsi ?» et « Est-ce la meilleure façon de répondre ?» La réflexion te donne le pouvoir de prendre des décisions plus sages, plus calmes et plus alignées avec tes objectifs. Il ne s'agit pas d'être parfait, il ne s'agit pas d'éliminer toutes les émotions négatives. Il s'agit d'avoir le contrôle, de ne pas laisser la colère, la peur ou le désespoir décider pour toi. Réfléchir à tes réactions est la façon la plus efficace de cesser d'être une victime de tes propres impulsions. Alors, commence maintenant. Réfléchis, questionne, agis avec conscience. Si tu ne le fais pas, tu resteras coincé dans le même cycle destructeur. Et ne te trompe pas, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour vivre avec un but,
un contrôle et une direction. Le poids de la médiocrité est une ancre que peu ont la volonté de lâcher. Ils s'y accrochent comme si c'était leur seul destin, comme si leur existence était prédestinée à répéter les mêmes erreurs, à porter les mêmes excuses et à vivre sous les mêmes limitations auto-imposées. Chaque jour est un écho du précédent, une routine déguisée en stabilité, une horloge qui avance sans but, accumulant des années sans évolution, sans impact, sans feu. Ils se convainquent que c'est ainsi que va la vie, que la résignation est synonyme de maturité, que briser le cycle est un délire réservé aux rêveurs. La réalité est autre. Le cycle se brise ou te brise. Il n'y a pas de juste milieu. Ou tu deviens l'architecte de ta propre renaissance, ou tu restes un spectateur passif de ta propre décadence. Redémarrer la vie n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas un caprice impulsif, ni une excuse pour éviter les responsabilités. C'est une guerre interne. C'est l'acte brutal de démanteler tout ce qui ne sert plus, d'arracher chaque pensée toxique, de détruire les fausses identités que tu as construites pour t'intégrer. C'est un incendie contrôlé où seul ce qui a vraiment de la valeur survit. Les gens craignent de disparaître parce qu'ils confondent leur absence avec la perte. Mais il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'effacer la version faible de toi-même. Éliminer le bruit, réduire le poids, arracher à la racine les mensonges que tu t'es racontés pendant des années. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un manuel de guerre pour la transformation. Ces principes ne sont pas des métaphores, ce sont des outils aiguisés pour couper les chaînes invisibles qui te lient. Sa brutalité n'est pas un défaut, c'est sa plus grande vertu. Ici, il n'y a pas de place pour les lamentations, pour les concessions ou pour le sentimentalisme. Ce qui suit n'est pas une liste de suggestions. Ce sont des principes inébranlables qui feront la différence entre rester un spectre de ce que tu aurais pu être ou devenir quelque chose de complètement différent. Celui qui craint la transformation a déjà perdu la bataille avant de la commencer. Il est temps de disparaître. Il est temps de renaître. Eudun, coupe les chaînes invisibles qui te liennent. Le pire ennemi n'est pas celui qui t'attaque de l'extérieur, mais celui qui construit sa forteresse à l'intérieur de ton esprit. La vraie prison n'est pas faite de barreaux ni de murs, mais d'idées que tu as acceptées sans les remettre en question, de peurs que tu as adoptées comme les tiennes, de normes que tu suis sans savoir pourquoi. Les chaînes invisibles ne font pas de bruit lorsque tu marches, mais chaque pas que tu fais est conditionné par elles. Elles ne pèsent pas sur tes épaules, mais elles te courbent avec le temps. On ne les voit pas dans le miroir, mais elles déforment tout ce que tu es. Ce sont les pensées qui murmurent que tu ne peux pas, que tu ne mérites pas, que tu ne vaux rien. Ce sont les croyances qui te forcent à rentrer dans un moule qui t'étouffe. Ce sont les attentes que tu as héritées sans te demander si tu voulais les porter. Le monde n'a pas besoin de te mettre des menottes parce que tu te les mets toi-même. On t'a appris à être docile, à chercher l'approbation, à te modeler pour ne pas déranger. Tu as appris à éviter le conflit, à avaler tes mots, à vivre pour les autres tout en te négligeant toi-même. Tu suis les chemins qu'on t'a dit être les bons, sans t'arrêter pour réfléchir s'ils mènent vraiment là où tu veux aller. La plupart des gens vivent ainsi, liés sans s'en rendre compte, pris au piège dans un système qui les consume de l'intérieur. Toute limitation que tu acceptes sans la remettre en question devient un ordre que tu suis sans résistance. Personne ne peut enchaîner ton esprit sans ton autorisation. Tu peux être entouré de restrictions, d'obstacles, de difficultés, mais la véritable esclavage commence lorsque tu renonces à ton propre contrôle, lorsque tu cèdes ton autonomie aux opinions des autres, lorsque tu préfères être accepté plutôt qu'être authentique. Couper les chaînes n'est pas un acte symbolique, ce n'est pas un exercice de motivation bon marché, c'est une démolition interne. C'est arracher à la racine chaque croyance qui te limite, chaque excuse qui t'arrête, chaque peur qui murmure que tu dois rester le même. Il ne s'agit pas de changer petit à petit, de faire de légers ajustements, de prendre le chemin facile. Il s'agit de détruire ce qui ne fonctionne pas et de construire à partir de zéro.
Ce n'est pas quelque chose qui arrive par accident. Ce n'est pas quelque chose que le temps peut réparer. C'est une décision consciente, une déclaration de guerre contre tout ce qui te retient prisonnier. Et la guerre commence par la clarté. Tu ne peux pas briser ce que tu ne peux pas voir. Observe ta vie avec une brutalité honnête. Qu'est-ce qui te retient? Quelles idées te lient à une version médiocre de toi-même? Quels sont les schémas que tu répètes sans réfléchir? Tout ce que tu ne défies pas, tu l'acceptes. Tout ce que tu tolères te définit. La liberté n'est pas quelque chose que tu obtiens du monde extérieur, mais quelque chose que tu conquiers de l'intérieur. Rien ni personne ne peut te faire prisonnier si tu décides de ne pas l'être. La clé est de briser la programmation qui te maintient soumis, d'arracher la mentalité de victime et de prendre le contrôle absolu de ton destin. Il n'y a pas de transformation sans destruction. Le confort est un piège déguisé en stabilité. La seule façon de changer est d'être prêt à perdre ce qui n'apporte rien. Relations toxiques, habitudes autodestructrices, pensées limitantes, tout doit tomber. Les stoïciens ne croyaient pas à l'attachement à l'inutile. Ce qui n'ajoute pas, gêne. Et si ça gêne, ça doit être éliminé sans hésitation. Il n'y a pas de place pour le sentimentalisme quand il s'agit de sa propre évolution. Rompre les chaînes ne signifie pas être vide. Cela signifie faire de la place pour ce qui compte vraiment. La vie que tu mérites ne se construit pas avec les décombres de ce qui t'a détruit. Elle se construit avec de la discipline, des principes solides, une mentalité d'acier. Personne ne fera cela pour toi. Personne ne te libérera. La responsabilité de couper les chaînes et de marcher sans entrave est uniquement la tienne. Et plus tu le fais rapidement, plus vite tu cesseras d'être un prisonnier de ton propre esprit. 2. Trouve ton propre refuge pour renaître. La véritable transformation n'a pas lieu au milieu du bruit. Elle se produit dans le retrait, dans l'isolement, dans cet espace où le monde cesse de te crier comment tu dois vivre et il ne reste que l'écho de ta propre conscience. Trouver ton propre refuge pour renaître n'est pas une métaphore, c'est une exigence absolue pour toute reconstruction réelle. Aucun bâtiment ne s'élève sur des ruines sans d'abord déblayer le terrain. Aucun feu ne s'allume au milieu d'une tempête sans d'abord se protéger du vent. Ici, il n'y a ni exception ni attaque. Si tu restes immergé dans le chaos habituel, tu penseras comme d'habitude, tu ressentiras comme d'habitude, et tu t'enfonceras dans le même bourbier de coutumes qui t'empêche d'avancer. Sortir de l'environnement qui nourrit ta version la plus faible n'est pas une option, c'est une obligation. Le monde est conçu pour te maintenir distrait. Il te bombarde de stimuli superficiels, de divertissements vides, d'interactions creuses, de cycles d'approbation numérique qui ne font qu'engourdir l'inconfort d'être perdu. C'est une machine parfaite qui te maintient occupé dans l'irrélevant pendant que ton potentiel se rouille, pendant que la version la plus puissante de toi-même reste piégée sous des couches de bruit et de conformisme. Le système n'a pas besoin de liens visibles pour te maintenir docile, il a juste besoin de te saturer de banalité, de te maintenir dans un état d'alerte constante sans te permettre une seconde d'introspection, sans te donner l'opportunité de te remettre en question. Le stoïcisme enseigne que la véritable clarté n'émerge que dans le calme, dans le retrait de tout ce qui obscurcit l'esprit. Le refuge n'est pas une cabane dans les montagnes, ni un exil physique. Le refuge est l'espace où les distractions n'entrent pas, où les voix extérieures n'ont pas de pouvoir, où les attentes des autres cessent de dicter ton comportement. C'est le vide nécessaire pour qu'un nouveau quelque chose puisse naître, car si tu ne te donnes pas l'espace pour te reconstruire, tu continueras à traîner les mêmes décombres de toujours. Mais la plupart ont peur de ce silence, car au moment où le bruit disparaît, la vérité devient impossible à ignorer. À ce moment-là, il n'y a plus d'excuses, plus de validation extérieure, plus de masque, juste toi, avec la crudité de ce que tu es vraiment, avec la conscience de tout ce que tu as repoussé, de tout ce que tu as évité, de tout ce que tu as enfoui sous des montagnes de distractions et d'auto-tromperies. C'est là que commence le véritable travail, sans fioriture, sans justification, sans la possibilité de regarder ailleurs.
Le retrait n'est pas un acte de lâcheté. C'est le premier coup contre l'ancien système. C'est le moment où l'esprit cesse d'être un champ de bataille entre le désir de changement et l'inertie du passé. C'est la fracture dans la structure obsolète qui a été soutenue pendant des années. Si tu ne t'éloignes pas du bruit, tu n'entendras jamais la voix qui compte vraiment, la tienne. Si tu ne démantèles pas les stimuli qui te stupéfient, tu n'auras jamais la clarté pour construire quelque chose de nouveau. Tout ce qui suit dépend de ce point. Sans refuge, il n'y a pas de renaissance. Sans espace, il n'y a pas de transformation. Sans silence, il n'y a pas de compréhension. Il est nécessaire de brûler des ponts, de fermer des accessoires, de blinder l'esprit contre tout ce qui essaie de te ramener à la version que tu essaies d'enterrer. Chaque fois que tu permets au bruit de revenir, chaque fois que tu cherches à nouveau la validation, chaque fois que tu te noies dans les distractions, c'est un pas en arrière, une reddition silencieuse au confort de ce que tu connais déjà. Disparaître de l'inutile n'est pas un acte symbolique, c'est une déclaration de guerre à tout ce qui prétend te réduire à moins que ce que tu es. Personne n'a accès à ton esprit à moins que tu ne le permettes. Personne ne peut te ramener dans la boue à moins que tu ne t'y accroches avec les mains ensanglantées. Ici, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu te plonges dans la reconstruction avec tout ce que tu as, soit tu continues à dériver à la dérive dans l'inertie habituelle. Le refuge n'est pas une échappatoire, c'est un sanctuaire où l'ancien meurt et le nouveau naît, où l'histoire précédente est incinérée sans pitié et une nouvelle version émerge des cendres sans trace du poids mort qui l'entravait auparavant. 3. Ferme la session de ta vieille vie et formate ton destin. Il n'y a pas de pire erreur que de s'accrocher à une version de soi-même qui a déjà expiré, de continuer à fonctionner avec un système obsolète rempli de fichiers endommagés, d'erreurs accumulées et de processus défectueux. Traîner des habitudes qui corrompent l'esprit, exécuter des schémas de comportement qui mènent toujours au même résultat, répéter sans réfléchir les mêmes commandes limitantes sans se demander si elles ont encore un sens, sans s'arrêter pour considérer si elles servent vraiment à autre chose qu'à te maintenir coincé dans un cycle qui n'a plus de raison d'exister. Le problème n'est pas le passé, mais l'habitude de le porter comme s'il s'agissait d'un code inaltérable, comme si chaque mauvaise décision, chaque peur apprise et chaque croyance imposée étaient des lignes permanentes dans la programmation de ta vie. Chaque personne que tu as rencontrée, chaque mot que tu as entendu, chaque expérience que tu as accumulée est un fragment de code qui te propulse ou te freine. Il n'y a pas de juste milieu. Tout ce que tu consommes, tout ce que tu acceptes, tout ce que tu répètes façonne ta configuration mentale. Et si tu n'en es pas conscient, alors tu n'es rien de plus qu'un programme défectueux qui fonctionne en automatique sans réaliser que tu peux te réécrire. Fermer la session de ta vieille vie n'est pas fuir. Ce n'est pas éviter, ce n'est pas maquiller le tout avec des changements superficiels. C'est te débrancher du système qui ne fonctionne plus. Déconnecter l'identité que tu construis avec des morceaux d'attente d'autrui, effacer chaque ligne de code qui renforce les mêmes limitations. C'est éteindre complètement la structure qui te maintient prisonnier de qui tu étais et ouvrir de l'espace pour installer quelque chose de nouveau. Aucun système ne s'optimise en accumulant plus de déchets, aucun processus ne s'améliore en ajoutant plus de charges, aucune avancée réelle ne se produit si tu continues à exécuter les mêmes habitudes en espérant des résultats différents. Le formatage est brutal, c'est une décision chirurgicale qui ne laisse pas de place pour le sentimentalisme. Il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas de copie de sécurité. Soit tu le fais complètement, soit tu ne le fais pas du tout. Ceux qui essaient de changer à moitié, ceux qui continuent à traîner des fragments de leur ancien code, ceux qui essaient de combiner la nouvelle version avec les défauts de l'ancienne, finissent toujours par s'effondrer sous leur propre poids. Le stoïcisme ne laisse pas de place pour la nostalgie. Ce qui est passé ne t'appartient plus. Ce que tu étais ne définit pas ce que tu seras si tu choisis de briser le cycle. S'accrocher à ce qui était est un acte de lâcheté déguisé en attachement.
Les gens craignent le vide. Ils ne savent pas qui ils seront sans les étiquettes, sans les peurs, sans les erreurs qu'ils ont traînées toute leur vie. Mais le vide n'est pas une punition. C'est la seule véritable opportunité de se reconstruire avec intention, avec contrôle, avec une vision claire, sans les interférences du bruit, sans la pollution des anciennes programmations, sans les limitations imposées par un passé qui n'a plus le droit de décider pour toi. La résistance au changement est le symptôme le plus clair d'un esprit programmé pour échouer. La peur de lâcher prise est la preuve que tu es encore coincé dans une structure qui ne te sert plus. Chaque jour que tu repousses le redémarrage, chaque excuse que tu inventes, chaque justification que tu répètes est un autre clou dans le cercueil de ta propre évolution. Continuer à fonctionner avec un logiciel défectueux, continuer à répéter les mêmes erreurs, c'est choisir l'obsolescence plutôt que la réinvention. Rien ne se renouvelle sans être d'abord détruit. Aucune transformation n'est possible sans un acte d'élimination radicale. Si tu ne formates pas complètement, si tu ne nettoies pas le système, si tu n'effaces pas jusqu'à la dernière ligne de code qui soutient tes limitations, tu resteras le même avec une couche de peinture neuve, mais avec la même vieille structure fragile. Il n'y a qu'une seule façon d'écrire quelque chose de nouveau, et c'est d'effacer complètement ce qui précède. 4. Arrête d'être un fantôme dans ta propre histoire. Marcher sans présence, exister sans impact, occuper un espace sans vraiment occuper quoi que ce soit. C'est ce qu'un fantôme fait et c'est ce que tu deviens lorsque tu vis pris dans l'inertie, lorsque tes jours sont une répétition monotone de la même chose, lorsque tes paroles manquent de poids et tes actions ne laissent aucune trace. Tu n'es pas mort, mais tu n'es pas non plus vivant. Tu flottes entre des décisions reportées, des objectifs non atteints, des excuses déguisées en prudence. Tu deviens un spectateur de ce qui aurait pu être, un écho d'opportunités gaspillées. La plupart se contentent de cela, de bouger en pilote automatique, de faire ce que tout le monde fait, de ne pas soulever trop de poussière, de ne pas trop exiger d'eux-mêmes. Ils s'entourent de bruit pour ne pas entendre le vide qu'ils sont devenus. Ils se convainquent que demain sera différent, qu'ils trouveront finalement le bon moment, qu'un jour, la motivation viendra les sauver. Mais les jours passent, les années passent, et ils restent les mêmes, répétant la même histoire sans changer une seule ligne du scénario. Être un fantôme dans ta propre vie, c'est vivre en attendant la permission. C'est douter de chaque mouvement. C'est laisser la peur prendre les rênes et conduire vers la médiocrité. C'est te résigner à être un acteur secondaire dans ton propre film, à regarder comment les autres construisent, créent, avancent, pendant que tu observes de loin, paralysé par la peur d'échouer, de perdre, de sortir de l'anonymat sécurisé par la passivité. Le stoïcisme enseigne que le seul réel est le présent. Tout le reste est fumée, illusion, distraction. Peu importe ce que tu as fait hier ou ce que tu feras demain. Tout ce que tu as, c'est cet instant, ce moment, et ce que tu décides d'en faire définit tout ce qui suit. Mais la plupart le gaspillent, ils le laissent filer entre les distractions, les pensées répétitives, les soucis inutiles. Ils se réfugient dans le confort de ne rien faire, de ne rien risquer, de ne s'engager en rien de réel. Personne ne se souvient de ceux qui n'ont laissé aucune trace. Personne ne mentionne ceux qui sont restés au fond de la foule, mélangés au bruit de l'irrélevant. Mais pire encore que d'être oublié par les autres, c'est d'oublier que tu existes, de te déplacer sans intention, de respirer sans ressentir, d'agir sans but. Deviens une entité qui occupe un lieu mais qui ne laisse aucune trace de son passage. Sortir de cet état exige une rupture drastique. Il n'y a pas de réveil progressif, pas de changement doux, pas d'évolution progressive. Ou tu décides d'être présent, ou tu continues à errer sans but, ou tu prends le contrôle, ou tu restes une ombre parmi des millions, où tu comprends que chaque action façonne ton destin, où tu continueras à répéter les mêmes schémas en attendant un résultat différent. Il n'y a rien de pire que de regarder en arrière et de réaliser que tu n'as jamais vraiment été là, que tu as traversé la vie avec le volume bas, avec les sens éteints, avec l'intensité réduite au minimum.
que tu as été un observateur plutôt qu'un protagoniste, que ton histoire s'est écrite toute seule parce que tu n'as jamais eu le courage de prendre la plume et de l'écrire avec intention. Choisis d'être présent, choisis d'exister avec tout ce que tu es. Arrête d'être un fantôme dans ta propre histoire et commence à vivre comme si chaque seconde était la dernière, parce qu'un jour, elle le sera. 5. La métamorphose n'est pas belle, mais elle est nécessaire. Toute transformation réelle est violente. Il n'y a pas de beauté dans le processus de se briser de l'intérieur, dans le chaos de détruire ce que tu étais pour faire place à ce que tu pourrais être. Il n'y a pas de douceur dans la métamorphose. Il n'y a pas de poésie dans la douleur de se détacher d'une identité usée, dans l'agonie de sortir d'une coquille construite avec des années de peur, de conformisme, de schémas répétés jusqu'à l'asphyxie. Mais c'est nécessaire. Le problème est que tout le monde veut changer sans payer le prix. Ils veulent se réveiller un jour avec une mentalité différente, avec de nouvelles habitudes, avec une discipline inébranlable, avec une force intérieure, avec de la clarté. Mais ils ne sont pas prêts à traverser le processus. Ils ne veulent pas l'inconfort, ils ne veulent pas l'incertitude, ils ne veulent pas la douleur de désapprendre. Ils préfèrent s'accrocher à la version brisée d'eux-mêmes avant de faire face au vide qui vient avec la reconstruction. Le changement n'est pas un événement, c'est une guerre. C'est arracher les croyances qui t'ont gardé piégé. C'est reprogrammer chaque pensée, chaque réaction, chaque impulsion. C'est observer avec une brutalité honnête ce que tu es et accepter que, si tu veux vraiment évoluer, des parties de toi doivent mourir. Et ce deuil, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'abandonner des habitudes, il s'agit d'abandonner une identité que tu as portée pendant des années. Il s'agit de laisser partir des versions de toi qui te semblaient familières, même si elles te détruisaient. Le stoïcisme enseigne que la résistance à la douleur est la résistance à la croissance, que tout ce qui vaut la peine exige de traverser une phase de souffrance, d'incertitude, de conflit interne. Mais la plupart ne l'acceptent pas. Ils ont peur quand le processus devient difficile, quand l'ancienne version d'eux-mêmes commence à s'effondrer, quand l'inconfort devient insupportable. Ils se convainquent que ce n'est pas le moment, qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne pourront peut-être jamais vraiment changer. Et c'est ainsi qu'ils échouent. Non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils abandonnent avant que la métamorphose ne soit complète. Il n'y a pas de transformation sans destruction. Il n'y a pas d'évolution sans perte. Il n'y a pas de renaissance sans douleur. Celui qui n'est pas prêt à supporter l'inconfort restera toujours le même. Il restera coincé dans la même histoire, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes limites. Parce que le changement n'arrive pas par inspiration. Il arrive quand tu décides de faire face au processus, peu importe combien ça fait mal, peu importe combien tu as peur, peu importe combien de fois tu veux abandonner. Il n'y a pas une seule seconde dans le processus de transformation qui soit confortable. Il n'y a pas une seule étape qui soit facile. Tu feras face à des jours où tout semble aller contre toi, où le doute s'infiltre dans ton esprit comme un poison, où tu voudras retourner à la sécurité de l'ancien. Mais c'est le point où la plupart échouent, où la plupart se brisent. Si tu réussis à le traverser, si tu résistes à la tentation de revenir en arrière, si tu supportes le processus sans chercher une sortie facile, tu auras franchi le seuil. Et de l'autre côté, ce ne sera plus toi, mais quelqu'un de complètement différent. La métamorphose est brutale, elle est solitaire, elle est incertaine, elle est douloureuse. Mais quand la fin arrive, quand tu te regardes et vois ce que tu as construit, ce que tu as supporté, ce que tu as surmonté, tu comprends que la souffrance n'était pas vaine, que tout le chaos avait un but, que la seule façon de devenir ce que tu es était de traverser le feu sans peur de brûler. 6. Le pont vers ta nouvelle vie ne se construit pas avec les briques du passé. Il y a ceux qui essaient d'avancer tout en portant le passé sur leurs épaules, comme s'ils pouvaient construire quelque chose de nouveau avec les mêmes matériaux qui les ont déjà fait tomber. Ils prétendent changer sans lâcher ce qui les retient. Ils essaient de traverser un pont, mais ils le construisent avec les mêmes briques cassées qui les ont fait couler auparavant. Ils se convainquent qu'ils peuvent tout porter,
qu'ils peuvent soutenir les deux versions d'eux-mêmes, qu'ils peuvent aller de l'avant sans lâcher ce qu'ils ont laissé derrière eux. Mais ce n'est pas avancer, c'est se saboter, c'est traîner les décombres d'une vie qui n'a plus de place dans ce qui vient après. Le passé a son utilité. C'est un professeur cruel mais efficace. Il te montre ce qui a fonctionné et ce qui a échoué. Il t'enseigne quelles décisions t'ont affaibli et lesquelles t'ont renforcé. Mais son but s'arrête là. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un moule dont tu ne peux pas t'échapper. Continuer à construire avec les mêmes structures mentales, avec les mêmes peurs, avec les mêmes habitudes qui se sont déjà avérées inutiles, c'est choisir la stagnation déguisée en changement. Le stoïcisme le rend clair. Ce qui est déjà passé ne peut être modifié, mais la façon dont tu décides de le porter est entièrement ton choix. Si le passé continue à interférer avec ton présent, c'est parce que tu continues à lui donner du pouvoir. Si les erreurs continuent à te limiter, c'est parce que tu continues à les soutenir. Si les mêmes schémas continuent à se répéter, c'est parce que tu n'as pas encore brisé le cycle. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de prétendre qu'il n'a jamais existé. Il s'agit de l'utiliser comme une référence, pas comme une encre. Celui qui veut vraiment changer ne le fait pas à moitié. Il n'essaie pas de réformer l'ancien. Il n'essaie pas de recycler ce qui ne sert plus. Il l'élimine. Il le brûle, il le laisse derrière lui sans hésitation. Il ne s'accroche pas à des versions périmées de lui-même simplement parce qu'elles lui sont familières. Il n'a pas peur de lâcher ce qu'il a un jour cru indispensable. Il ne négocie pas avec ce qu'il sait devoir disparaître. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide sur des ruines. Tu ne peux pas soutenir une nouvelle mentalité avec les mêmes structures mentales qui t'ont auparavant rendu faible. Tu ne peux pas avancer avec les mêmes habitudes, les mêmes cercles, les mêmes limitations. Si tu veux vraiment traverser vers une nouvelle vie, détruis le pont qui te relie à l'ancienne. Qu'il n'y ait pas de retour, qu'il n'y ait aucune trace de ce que tu étais, que chaque pas que tu fais soit sur un chemin qui n'existait pas avant que tu décides de le créer. Sept, le bruit éteint ton feu, le silence l'attise. Dans un monde saturé de voix, d'images et de distractions, le silence est un privilège que peu osent revendiquer. La plupart s'accrochent au bruit comme à un refuge, une distraction constante qui empêche toute forme d'introspection. Ils s'entourent d'informations inutiles, d'opinions sans importance, de bruits externes qui remplissent chaque espace vide pour éviter de faire face à la seule chose qui compte vraiment, eux-mêmes. Le bruit est un ennemi silencieux. Il s'infiltre sans être remarqué, devient la norme, l'environnement prédéterminé. Des chansons qui jouent sans être écoutées, des conversations sans sens qui consomment de l'énergie, des réseaux sociaux conçus pour maintenir l'esprit captif dans le superficiel. Chaque notification, chaque interruption, chaque stimulus constant fragmente la concentration, affaiblit la clarté, étouffe la capacité de penser en profondeur. Et le pire, c'est que ce bruit ne vient pas seulement de l'extérieur, il se reproduit aussi à l'intérieur. Des pensées incontrôlées, des soucis sans solution, des doutes qui se répètent dans une boucle sans fin. Une tempête mentale qui empêche toute possibilité de véritable concentration. Le stoïcisme comprend que la force mentale ne se cultive pas au milieu du chaos, mais dans le calme. Le silence n'est pas vide, c'est de l'espace. C'est le terrain fertile où se construit un esprit inébranlable. Seul dans le silence, on peut reconnaître les pensées qui comptent vraiment, les principes qui doivent être renforcés, les émotions qui doivent être confrontées. Seule, dans l'absence de bruit, la voix intérieure s'allume, celle qui a été étouffée par des années de distraction, de complaisance, de peur d'entendre la vérité. Mais le silence n'est pas confortable, il est brutal. C'est une confrontation sans échappatoire. Sans bruit, sans distraction, sans échappatoire, il n'y a pas d'autre choix que de faire face à ce que l'on est, à ce que l'on a évité, à ce qui a été réprimé par peur ou par commodité. Et c'est à ce moment-là que commence la véritable transformation, car seule l'introspection permet de trouver le feu nécessaire pour brûler l'inutile, pour affûter l'esprit,
pour renforcer la volonté. Personne ne construit une nouvelle vie au milieu du bruit constant. Personne n'atteint sa meilleure version sans moment d'absolue solitude, sans période d'isolement, sans la décision consciente de s'éloigner de l'irrélevant. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de revendiquer le contrôle sur ce qui est autorisé à entrer dans l'esprit, car ce que l'on consomme devient une partie de soi. Et si tout ce qui entre est du bruit, alors tout ce qui restera à l'intérieur sera de la confusion. Le feu intérieur a besoin d'espace pour brûler. Le bruit l'éteint, le silence l'attise. Seul celui qui a le courage de s'éloigner du chaos pourra écouter avec clarté, penser avec précision et agir avec véritable intention. Seul celui qui apprend à se mouvoir dans le calme pourra prendre des décisions sans l'influence de la peur, du doute ou des attentes des autres. Celui qui maîtrise le silence maîtrise son destin. 8. Ce qui poie, coule. Ce que tu lâches, t'élève. Chaque chose que tu portes a un coût, chaque pensée à laquelle tu t'accroches, chaque rancune que tu gardes vivante, chaque relation que tu n'as pas lâchée à temps est un poids mort que tu traînes. Et quand tu accumules trop, tu cesses d'avancer. Peu importe combien tu te bats, combien tu luttes pour avancer, si tu ne lâches pas ce qui n'a plus de place dans ta vie, tôt ou tard tu couleras. La plupart pensent qu'ils peuvent continuer à avancer tout en tenant tout ce qui avait un sens, comme si le passé pouvait coexister avec le futur sans conséquence. Ils s'accrochent aux personnes, aux souvenirs, aux erreurs, aux échecs, aux anciennes versions d'eux-mêmes qui devraient déjà être enterrées. Ils résistent à lâcher prise parce qu'ils confondent le détachement avec l'abandon, comme si laisser aller quelque chose signifiait qu'il n'a jamais eu de valeur. Mais le vrai poids n'est pas dans ce que tu as perdu, mais dans ce que tu continues à retenir quand il n'a plus de but. Le stoïcisme enseigne que l'attachement est une forme d'esclavage. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu aimes, tout ce que tu crois avoir besoin peut être enlevé à tout moment. Et si tu n'es pas capable de continuer sans cela, alors tu n'as jamais été libre. Tu ne peux pas construire une nouvelle vie tant que tu restes attaché aux ruines de l'ancienne. Tu ne peux pas avancer si tu regardes encore en arrière. Tu ne peux pas t'élever si tu t'accroches à ce qui n'ajoute plus, à ce qui te soustrait, à ce qui n'occupe de l'espace, sans rien apporter. Ce qui pèse chien. La culpabilité, la rancune, le besoin d'approbation, les souvenirs de ce qui aurait pu être. Tout cela te tire vers le bas. Chaque émotion non résolue, chaque histoire que tu continues à te répéter, chaque lien émotionnel que tu n'as pas coupé à temps est une encre invisible. Et la seule façon de te libérer est de lâcher prise, pas petit à petit, pas avec des doutes, pas en attendant une fermeture parfaite. Lâcher prise sans plus. Laisser tomber ce qui n'a plus de sens, sans regarder en arrière, sans y penser à deux fois, sans t'accrocher à l'idée que tu en auras besoin un jour. Mais lâcher prise n'est pas facile, parce que cela implique d'accepter que ce que tu as tenu si longtemps n'est plus une partie de qui tu es, que la douleur que tu nourris n'a plus de raison d'exister, que la peur que tu as utilisée comme excuse ne peut plus contrôler ta vie. Que ce qui était important autrefois n'est maintenant qu'un poids mort qui te retient. Il n'y a pas de croissance sans perte, il n'y a pas d'évolution sans détachement, il n'y a pas de liberté sans la capacité de laisser aller tout ce qui empêche le mouvement. Ce que tu lâches t'élève, il te donne de la légèreté, il te donne de la clarté, il te permet de bouger sans le fardeau de ce qui n'a plus de sens. Celui qui n'apprend pas à lâcher prise devient son propre obstacle, son pire ennemi, sa plus grande limitation. Celui qui reste accroché au passé se condamne à le revivre encore et encore. Et celui qui décide de lâcher prise, même si cela fait mal, même si cela semble impossible, devient quelqu'un qui peut vraiment avancer. Nous menons tous une bataille interne, même si nous ne l'admettons pas toujours. Jour après jour, nous portons des peurs, des pensées négatives et des habitudes qui nous maintiennent bloqués. Ces voix dans notre esprit, pleines de doutes et d'excuses, semblent avoir un contrôle invisible sur nos actions, ou pire encore, sur notre inaction. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ne pas agir est aussi une décision, et cette décision a un prix.
le coût de ne pas avancer, de rester dans le confort et de perdre l'opportunité d'être qui tu peux vraiment devenir. Chaque fois que tu te dis « j'essaierai demain » ou « ce n'est pas le bon moment », tu choisis d'alimenter un cycle d'insatisfaction et de regret. Peu importe comment tu le déguises, rester dans la même situation n'est pas une option sans conséquence. Aujourd'hui, tu as un choix. Tu peux continuer à porter les mêmes excuses et doutes qui t'ont freiné jusqu'à présent, ou tu peux décider d'avancer, de lâcher ce qui te pèse et de construire un chemin différent. Les principes que nous explorerons sont conçus pour affronter ces barrières internes et te pousser à l'action. Parce qu'au final, ce que tu fais aujourd'hui définit demain. Alors, es-tu prêt à prendre le contrôle? Principe 1. Dis adieu à la peur et commence à vivre. La peur est une compagne silencieuse, mais implacable. Elle s'insinue dans tes pensées, murmure à ton oreille, et souvent te paralyse quand tu as le plus besoin d'avancer. Il ne s'agit pas seulement de la peur du danger physique, mais de cette peur plus profonde et persistante. La peur de l'échec, du rejet, de ne pas être à la hauteur. C'est la peur qui construit des murs invisibles, mais solides, autour de tes rêves et possibilités. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir combien de décisions importantes tu as évitées par peur? Peut-être t'es-tu raconté l'histoire que ce n'était pas le bon moment, que tu avais besoin de plus de préparation, ou que les circonstances n'étaient pas en ta faveur. Mais en réalité, ce n'était pas le manque de temps ni de ressources. C'était la peur déguisée en logique qui t'a arrêté. Cette même peur qui, alors que tu penses qu'elle te protège, te vole en réalité la vie que tu mérites. Cependant, il est possible de désarmer cette peur, non pas avec un courage irrationnel, mais avec de petits actes de confrontation quotidienne. Pense à la peur comme une ombre. Elle semble énorme et menaçante, mais elle n'existe que parce que la lumière la projette. Cette lumière est ta conscience, ta volonté de regarder en face ce qui te fait peur et de te demander « Est-ce vraiment aussi grand que je le pense ?» La plupart du temps, la réponse est non. Un exercice puissant est de changer ta perspective. Lorsque tu fais face à une situation qui te fait peur, ne te demande pas « Que se passe-t-il si j'échoue ?» Demande, au contraire, « Qu'est-ce que je laisse derrière moi si je n'essaie pas ?» Ce changement de focus remet le contrôle entre tes mains. Il ne s'agit pas d'éviter la peur, mais d'avancer avec elle, de l'utiliser comme un indicateur de croissance, pas comme un frein. De plus, il est crucial de comprendre que la peur ne définit pas ta réalité, elle ne reflète que tes perceptions. Tu peux commencer à vivre au-delà de la peur lorsque tu choisis d'agir malgré elle. Fais ce premier pas, même s'il est petit. Parle quand tu préférerais te taire. Essaie ce que tu as toujours repoussé. Ose sortir de l'ordinaire. Chaque pas que tu fais est une victoire contre la peur et une conquête pour toi. Dire adieu à la peur ne signifie pas que tu cesseras de la ressentir complètement, mais que tu ne la laisseras plus contrôler tes actions. Vivre est un acte de courage, et le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de ne pas la laisser t'arrêter. Es-tu prêt à tourner le dos à la peur et à commencer à marcher vers la vie que tu désires vraiment? Le moment est maintenant. Principe 2. Libère-toi du stress et retrouve ta force. Le stress est comme un poids invisible que tu portes partout. Au début, il semble gérable, voire nécessaire, mais avec le temps, il commence à t'user, à drainer ton énergie et à te voler ta clarté mentale. Il te maintient piégé dans un état constant d'alerte, comme si tu courais une course sans fin, sans une destination claire. Et le pire, c'est que souvent, tu ne te rends même pas compte à quel point il t'affecte jusqu'à ce que tu sois à bout. Mais d'où vient ce stress? Dans de nombreux cas, il ne provient pas de la situation externe, mais de la façon dont tu choisis de l'interpréter. Les attentes démesurées, le besoin de tout contrôler et l'obsession de respecter des normes irréalistes sont quelques-uns des principaux coupables. Lorsque tu essaies de tout faire en même temps, pour tout le monde et sans te donner un répit, tu finis par t'épuiser. C'est comme si tu remplissais constamment un verre sans te rendre compte qu'il a des fissures. Te libérer du stress ne signifie pas abandonner tes responsabilités, mais apprendre à prioriser et à lâcher prise sur ce qui n'est pas entre tes mains.
Imagine que tu portes un sac à dos plein de pierres. Certaines de ces pierres représentent tes engagements essentiels, mais d'autres sont simplement des charges inutiles que tu t'imposes. Pourquoi continues-tu à les porter? Il est temps d'ouvrir ce sac à dos et de laisser partir ce dont tu n'as pas besoin. Une pratique clé pour gérer le stress est d'apprendre à faire une pause. Consacre quelques minutes par jour à te reconnecter avec toi-même. Respire profondément. Ferme les yeux et concentre ton attention sur le présent. Cet exercice simple peut t'aider à calmer ton esprit et à réduire le sentiment d'être débordé. La force ne vient pas de pousser sans cesse, mais de savoir quand s'arrêter pour reprendre des forces. Un autre aspect important est d'apprendre à dire non. Tu ne peux pas être partout ni plaire à tout le monde, et c'est bien ainsi. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui n'est pas essentiel, tu te dis non à toi-même. Commence à valoriser ton temps et ton énergie comme les ressources précieuses qu'ils sont. Les utiliser avec sagesse non seulement réduira ton stress, mais te permettra également de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Retrouver ta force n'est pas un acte grandiose ni compliqué. C'est un processus quotidien de choisir consciemment où tu mets ton attention et comment tu gères tes ressources internes. Le stress peut sembler inévitable, mais il n'a pas à définir ta vie. Libère-toi de ce fardeau et redécouvre ce que signifie vivre avec force, but et paix intérieure. Principe 3. Sois plus fort que tes pensées négatives. Les pensées négatives ont une capacité dérangeante. Elles entrent sans être invitées et s'accrochent comme si elles étaient des vérités absolues. Elles sont comme une tempête silencieuse qui obscurcit ton esprit, assombrit tes objectifs et diminue ta confiance. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces pensées ne sont que des interprétations déformées de la réalité. Ce ne sont pas des faits, mais nous les traitons souvent comme tels. Comment faire face à quelque chose qui semble si interne et constant? La première étape est de reconnaître que ces pensées ne sont pas toi. Chaque fois que tu penses « je ne suis pas assez » ou « je vais échouer », ce n'est pas une déclaration de ton essence, mais une réaction momentanée, influencée par la peur, le doute ou les expériences passées. En identifiant cela, tu peux commencer à te distancer de ces idées et les voir pour ce qu'elles sont vraiment, des narrations éphémères. Une technique efficace pour défier les pensées négatives et de les remettre en question. Demande-toi, quelle preuve réelle ai-je que cela est vrai? La plupart du temps, tu découvriras qu'il n'y a pas de preuves solides, seulement des suppositions ou des peurs amplifiées. En démantelant ces idées avec la logique, tu réduis leur pouvoir sur toi. Pense à tes pensées comme à un juge et un jury. Tu as le droit de faire appel à chaque sentence négative qu'ils essaient d'imposer. Être plus fort que tes pensées négatives implique également de les remplacer par des pensées qui te renforcent. Cela ne signifie pas de feindre l'optimisme ou d'ignorer les problèmes, mais de te concentrer sur les solutions et les possibilités. Par exemple, si tu penses « je ne peux pas le faire », change-le par « je ne l'ai pas encore réussi, mais je peux trouver un moyen ». Ce changement ne te donne pas seulement de l'espoir, mais il te pousse aussi à passer à l'action. La pratique de la gratitude est un autre outil puissant. Les pensées négatives prospèrent sur un terrain d'insatisfaction et de comparaison. Lorsque tu prends le temps de reconnaître ce que tu as et ce que tu as accompli, tu désarmes la narration négative selon laquelle ce n'est jamais suffisant. Fais un effort conscient pour identifier 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un moment de paix ou un sourire que tu as reçu. Rappelle-toi que être plus fort que tes pensées négatives ne signifie pas les éliminer complètement. Il y aura toujours des jours où ces idées reviendront, mais ce qui compte, c'est comment tu réagis à elles. Avec de la pratique, tu peux apprendre à les observer sans les laisser te contrôler. En fin de compte, tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de faire avec ces pensées. Prends le contrôle et tu verras comment ton esprit, au lieu d'être un obstacle, devient ton plus grand allié. Principe 4. La clé pour un esprit plus clair et concentré.
La clarté mentale est une ressource inestimable, mais dans un monde surchargé de stimuli et de responsabilités, elle semble souvent être un luxe inatteignable. Le problème n'est pas seulement la quantité de tâches que vous essayez de gérer, mais le manque de concentration sur ce qui compte vraiment. Sans clarté, votre esprit devient un labyrinthe plein de bruit, où les doutes, les pensées dispersées et les distractions s'emparent de votre énergie. La première étape pour obtenir un esprit clair est d'arrêter le flux constant d'informations inutiles. Pensez-y comme nettoyer un espace physique. Vous ne pouvez pas travailler dans une pièce encombrée sans d'abord la ranger et la dégager. C'est ainsi que fonctionne votre esprit. Demandez-vous quelles pensées, tâches ou engagements portez-vous qui ne sont pas essentiels. Identifiez ce qui mérite vraiment votre attention et lâchez le reste. Cet acte de priorisation est comme allumer une lumière dans l'obscurité. Une stratégie clé est de pratiquer la concentration intentionnelle. Au lieu d'essayer de faire plusieurs choses à la fois, concentrez-vous sur une seule. Cela peut sembler simple, mais en pratique, c'est transformateur. Lorsque vous êtes présent et totalement immergé dans une tâche, non seulement vous améliorez vos performances, mais vous réduisez également le stress et l'anxiété qui viennent du sentiment de laisser des choses inachevées. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Un autre outil puissant pour dégager votre esprit est d'écrire. Tenir un journal non seulement vous aide à organiser vos pensées, mais agit également comme un filtre pour éliminer ce dont vous n'avez pas besoin. Notez vos préoccupations, vos objectifs et vos idées. En les mettant sur papier, vous libérez de l'espace mental et créez une carte claire de ce qui compte vraiment. Cette habitude peut devenir votre refuge, un endroit où tout se met en ordre et prend sens. Prendre soin du corps est également essentiel pour la clarté mentale. L'exercice régulier, le repos adéquat et une alimentation équilibrée sont des piliers fondamentaux. Un esprit embrouillé est souvent le reflet d'un corps épuisé. Lorsque vous prenez soin de vous physiquement, votre esprit répond avec une concentration et une énergie accrue. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir du silence. Dans un monde où tout rivalise pour votre attention, vous accorder des moments de tranquillité est un acte de rébellion et d'auto-soin. Consacrez quelques minutes par jour à être simplement en silence, sans distraction, en laissant votre esprit respirer. C'est dans ces moments que les meilleures idées surgissent et que les réponses les plus claires se révèlent. La clarté mentale n'est pas quelque chose qui arrive par accident, c'est un choix quotidien. C'est l'art de créer de l'espace au milieu du chaos, de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment et de libérer votre esprit de tout ce qui ne vous sert pas. Avec un esprit clair, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Principe 5. Il est temps de faire taire cette voix qui te sabote. En chacun de nous existe une voix persistante, une qui semble surgir dans les moments les plus critiques, toujours prête à semer le doute et à remettre en question chaque pas que nous faisons. Cette voix n'est rien de plus qu'un écho d'insécurité, de peur et de croyances limitantes accumulées avec le temps. Elle te dit que tu n'es pas assez, que tu n'es pas prêt ou que tes efforts ne seront jamais reconnus. Et si tu lui donnes du pouvoir, elle peut devenir ton plus grand obstacle. Le problème n'est pas que cette voix existe, mais combien tu permets qu'elle influence tes décisions. Souvent, cette voix se déguise en logique ou en prudence, mais sa véritable nature est celle d'un saboteur interne. Si tu continues à l'écouter sans la remettre en question, tu finiras par croire qu'elle a raison, et cela limitera ta capacité à agir, à prendre des risques et à grandir. Faire taire cette voix ne signifie pas l'ignorer complètement, mais lui faire face avec détermination. Commence par identifier d'où elle vient. Peut-être reflète-t-elle les critiques que tu as entendues dans le passé, les comparaisons avec les autres, ou la peur de ne pas répondre aux attentes externes. Une fois que tu reconnais son origine, tu peux commencer à démanteler son pouvoir. Demande-toi, cette voix a-t-elle vraiment l'autorité pour définir ma valeur? La réponse est non. Un exercice efficace pour contrer cette voix est de créer un dialogue interne positif. Lorsque cette voix te dit « tu ne peux pas le faire », réponds-lui avec des faits. « J'ai déjà surmonté des défis avant.
et je peux le faire à nouveau. Si elle insiste pour te rappeler tes erreurs, rappelle-lui tes apprentissages. Ce type de dialogue non seulement diminue l'impact de la négativité, mais renforce également ta confiance. Une autre étape clé est de t'entourer de stimuli positifs. La voix qui te sabote prospère dans un environnement toxique, plein de critiques et de jugements. C'est pourquoi cherche des relations, des activités et des environnements qui t'inspirent et te motivent. Nourris ton esprit avec des livres, des conversations et des expériences qui renforcent le meilleur de toi, pas le pire. Il est également essentiel de pratiquer l'autocompassion. Au lieu de te punir pour chaque erreur ou faiblesse, apprends à te traiter avec la même empathie que tu offrirais à un ami. Reconnais que tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer et que chaque pas, même les petits, sont précieux. Rappelle-toi, cette voix n'est pas toi, c'est juste une partie de toi qui a peur du changement et de l'inconnu. Mais tu es plus que tes peurs, tu es tes rêves, tes efforts et ta capacité à grandir. Faire taire cette voix qui te sabote ne signifie pas l'éliminer complètement, mais apprendre à réduire son volume jusqu'à ce qu'elle n'interfère plus avec ton chemin. Maintenant est le moment de reprendre le contrôle et de laisser ta véritable voix guider tes pas. Principe 6. Insister à tout faire seul est ce qui te fait couler. L'indépendance est une vertu appréciée, mais lorsqu'elle est poussée à l'extrême, elle peut devenir un fardeau. Croire que tu peux, ou pire, que tu dois tout faire seul, est un piège qui passe souvent inaperçu. Tu penses peut-être que demander de l'aide est un signe de faiblesse, ou que accepter du soutien implique que tu n'es pas assez capable. Mais cette mentalité non seulement limite ton progrès, elle draine aussi ton énergie et épuise ton esprit. La vérité est que personne n'arrive loin sans le soutien des autres. Même les personnes les plus réussies du monde ont une équipe, un réseau ou un cercle de confiance qui les propulse. Insister pour porter toutes les responsabilités par toi-même est comme essayer de grimper une montagne avec un sac à dos plein de pierres. Finalement, le poids sera si grand que tu ne pourras plus faire un pas de plus. Pour te libérer de ce fardeau, la première étape est de reconnaître que tu n'as pas à tout faire. Il y a une force et une sagesse immense à admettre tes limites et à chercher de l'aide quand tu en as besoin. Demander du soutien ne diminue pas ta valeur. Au contraire, cela montre que tu es assez fort pour accepter que tu ne peux pas contrôler chaque aspect de la vie. De plus, partager tes défis avec d'autres peut t'ouvrir à de nouvelles perspectives, solutions et opportunités que tu n'aurais jamais envisagées seul. Un autre aspect clé est d'apprendre à déléguer. Souvent, nous insistons pour tout faire nous-mêmes parce que nous pensons que personne d'autre ne le fera aussi bien. Mais cette mentalité ne fait qu'alimenter l'épuisement et la frustration. Lorsque tu fais confiance aux autres et leur donnes l'opportunité de participer, tu ne réduis pas seulement ta charge, tu leur permets aussi de grandir et de se développer. Accepter de l'aide signifie aussi créer des connexions plus significatives. Partager tes luttes et tes objectifs avec d'autres génère de l'empathie, de la compréhension et du soutien mutuel. En le faisant, tu découvres que tu n'es pas seul dans tes défis et qu'il y a des personnes prêtes à marcher